Bonsoir à tous, c'est comme chaque dimanche toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Je le dis chaque semaine, vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à nous mettre des pouces levés et mieux encore, à nous aider financièrement. Franchement, un immense merci à vous. Je le dis, c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Donc continuez si vous le pouvez, bien sûr, à nous aider pour cela. Vous le savez, le lien Tipeee juste sous cette vidéo. Alors, l'invité que je reçois cette semaine est ou était, il va nous le dire, un homme de loi, avocat. Il est spécialisé en droit de la santé. Il défend, comme on peut toujours le lire sur le site de son cabinet, les professionnels de santé avec une approche engagée, sans concession ni compromis, je cite, et la défense des personnes avant celle des causes. Il a traité des dossiers sensibles et complexes, allant du Mediator en passant par la grippe H1N1 ou encore la crise du Covid. Il a défendu des centaines de professionnels de santé devant les instances disciplinaires, plaidé des affaires complexes impliquant médecins, infirmiers, dentistes, pharmaciens devant les tribunaux correctionnels partout en France. Il est aussi très médiatique, connu pour ses coups de gueule. C'est d'ailleurs aussi un peu pour cela qu'on le reçoit aujourd'hui. Maître Fabrice Divisio, bonsoir. Quel portrait. Quel portrait, hein. Alors, je le disais, vous êtes connu pour vos nombreuses critiques du gouvernement également, pour sa gestion de la pandémie du Covid-19. Alors, on va bien sûr parler de cela et on espère que vous nous donnerez toujours cet éclairage personnel sur cette crise qui est malheureusement encore loin d'être terminée. Cet éclairage qui est toujours très précieux. Mais on va, si vous le voulez bien, Fabrice Divisio, engager cette discussion d'abord en parlant de vous, cet avocat militant que vous êtes, encore, puisque vous avez annoncé en septembre dernier mettre fin à vos activités au sein de votre cabinet d'avocat en vendant notamment vos parts pour vous occuper de votre fille et de ses chevaux. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez, maître Fabrice Divisio, nous expliquer où vous en êtes professionnel? Je suis alors très drôle parce que moi je veux partir, c'est une vérité incontestée, j'ai pas l'habitude de changer d'avis et ça fait vraiment que je veux partir d'ailleurs, que je peux partir. Et simplement. Pourquoi cette décision d'arrêter l'exercice de votre profession? C'est pas une décision, si vous voulez, c'est très très amusant, c'est-à-dire que tout le monde croit que je prends des décisions comme ça à l'emporte-pièce, mais c'est pas vrai. Cette décision, pour ceux qui me connaissent, ça fait des années que j'ai envie de la prendre, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je m'en aille, parce que je trouve plus dans cette profession la satisfaction qui est la mienne, parce que à un moment donné, si vous voulez, quand vous avez arpenté, comme je l'ai fait, des années finalement de chambre disciplinaire, de juridiction correctionnelle, bah, vous vous apercevez que au fond, la qualité n'est plus au rendez-vous. Je veux dire, nous, on est un cabinet relativement élitiste, on aime à se regarder dans le miroir le matin et se disant qu'on a fait ce qu'on pouvait, donc on est hyper exigeant avec nous-mêmes, on est véritablement, on a un cabinet très exigeant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les magistrats n'ont plus les moyens de travailler, donc je leur en veux pas, je veux dire, l'exigence, ils peuvent plus se la permettre réellement, parce que concrètement, ils n'ont plus les moyens de bosser, ils sont surchargés. De l'autre, les chambres disciplinaires, c'est une espèce de vaste fumisterie qui n'est plus du droit, mais qui est de la morale, teintée de politique et de ce que vous voulez à côté, de sociologie, mais c'est pas du droit. Et donc au bout d'un moment, est-ce que c'est encore mon rôle, finalement, de venir entretenir un système qui est à bout de souffle, quoi. Je veux dire, c'est une question. Alors la réponse, il y a des gens qui le feront. Et puis aussi, si vous voulez, je me méfie toujours des gens qui se croient indispensables. Je veux dire, moi, je suis absolument pas indispensable à cette profession. J'aime ce que je fais, mais à côté de ça, j'aime aussi monter à cheval, j'aime aussi ma fille, j'aime aussi donner des conférences et j'ai travaillé suffisamment pour me permettre effectivement aujourd'hui d'avoir un cabinet qui vaut cher et me dire que je m'en vais. Puis vous avez acquis une notoriété incontestable, hein. Oui, mais finalement, si vous voulez, oui, non, pas tellement au fond, parce que cette notoriété, si vous voulez, ça c'est un truc qui est très amusant, c'est-à-dire que les gens pensent que cette notoriété, elle a servi, j'ai vu dans la presse. Elle vous a pesé à un moment donné. Mais elle continue de me peser, je veux dire, faut être honnête, c'est-à-dire que ceux qui me connaissent savent qu'elle me pèse. D'ailleurs, si j'ai pris du recul sur le plan médiatique, c'est aussi pour ça, je veux dire, je refuse 4 à 5 interviews par semaine. Parce que à un moment, si vous voulez, cette notoriété dont vous parlez, oui, elle m'a pesé et elle m'a aussi coûté, si vous voulez, au sens où effectivement, je me suis retrouvé
dans la ligne de mire d'absolument de dingue, qui ont commencé à me menacer. On ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi moi, je ne sais pas. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, quand vous baladez avec un service de protection rapproché, vous vous dites, on va où, là? C'est quoi? Qui se passe quoi? J'ai pas compris. Là, expliquez-moi qu'est-ce que j'ai dit de... Je veux dire, quand on vient vous expliquer que vous êtes dangereux, moi, je suis dangereux. Dangereux pourquoi? Comment ça veut dire vous avez des milliers de morts sur la conscience? Moi? Alors si c'est moi qui ai des milliers de morts sur la conscience, il va falloir qu'on s'interroge sur combien on a le gouvernement. Et ensuite, effectivement, si vous voulez, cette notoriété, elle s'est acquise dans le grand public, mais l'un dans l'autre, elle m'a rien rapporté, cette crise, quoi. Je veux dire, je sais pas où on va chercher le fait que je me serais définitivement enrichi au point de pouvoir quitter mon cabinet comme si j'avais pas de carrière avant. Enfin, les copains, j'avais un cabinet à Rome, à Washington, on a toujours été une quinzaine dans ce cabinet. J'ai enseigné à la fac de médecine, j'ai eu, je dis, orateur dans les plus grands congrès internationaux. Ma carrière, elle est née avant. Hein. Et là, il s'avère que le grand public m'a connu, mais finalement, ça m'a servi à quoi? C'est ça la question intéressante. Alors peut-être que ça m'a servi, hein, mais justement, alors, si pour le coup je dois utiliser cette crise, c'est justement pour faire autre chose et pas rester avocat. C'est neutre en fait pour moi, si vous voulez. Alors, vous allez nous dire de ce que vous envisagez de faire après, parce qu'il y aura donc une autre vie. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous précisiez pourquoi vous aviez décidé de vous spécialiser dans le domaine médical. Pourquoi pas un autre domaine C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en fait, moi, ce que je suis d'abord, c'est un défenseur. C'est en cela que quitter cette profession, parce que je vais la quitter une fois que mes parts seront rachetées, il faut qu'on sera mis d'accord sur le montant au départ. Donc ça c'est sûr, hein, vous ne reviendrez pas sur cette décision au-delà de l'aspect financier. Oui, je partirai. Est-ce que c'est à 6 mois, si on se met d'accord, si demain matin on me fait un chèque du montant de mes parts, je m'en vais demain matin. Mais après, faut que je reste quand même, parce que c'est mon cabinet, que mes associés... forcément, sans moi, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais, comme dans toutes les transitions, finalement, je vais rester un moment. Mais encore faut-il qu'on se mette d'accord. Parce que vous l'incarnez aussi, ce cabinet, je suppose. Forcément, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a changé de nom, au passage. On l'a appelé Baroque Avocat, là, depuis quelques semaines, parce que je voulais pas que ce cabinet... il y a des gens très très bien dans ce cabinet qui sont extraordinairement compétents, et je voulais pas que ça soit moi, la grande gueule, et qu'on ait l'impression que finalement, j'incarne la profession comme pourrait l'incarner un Vergès, un Thémines, ou je sais pas qui, peu importe. J'ai pas du tout envie, si vous voulez, de capitaliser sur mon nom. J'ai envie de capitaliser sur une compétence. Et pour rebondir sur votre question, sur pourquoi la santé, c'est une très bonne question, parce que moi, ce que je suis, c'est défenseur, profondément attaché à la défense pied à pied. La défense, vous savez, c'est pas une défense de salon. La défense, c'est pas une discussion de salon comme on l'a là. La défense, c'est un combat corps à corps. C'est un combat qui engage toute sa vie, la défense. Dans les prétoires, il n'y a pas de discussion de salon. La défense, elle est que de rupture. Ça n'existe pas, une défense consensuelle. Quand vous êtes face à l'autorité, face au pouvoir, quand vous êtes face finalement à des magistrats, quels qu'ils soient, et que vous avez un client qui est là et à qui on reproche tout et rien à la fois, il y a toujours une part de tout et rien. Et tout à coup, il est une espèce de victime expiatoire quand même. Et il est seul contre le système, et vous êtes son unique rempart. Et j'ai découvert que les médecins, si vous voulez, les professionnels de santé, très vite, j'ai découvert qu'au fond, ils étaient un peu les boucs émissaires du système, et c'est pas cette crise qui m'aura donné tort, hein, sur le fait qu'au fond, on attendait d'eux tout, mais ils n'avaient aucun droit. Ils avaient des obligations, mais n'avaient aucun droit. Quand effectivement ils disaient « Non mais attendez, quand même, je suis un peu fatigué, puis la liberté d'installation, j'y suis attaché. » Tais-toi et soigne. Quand dans les prétoires, on essayait de faire valoir leurs droits, on nous répétait « Non mais attendez, vous avez vu ce qu'il a fait, moralement c'est inacceptable. » Mais qu'est-ce que tu racontes, moralement c'est inacceptable? On est dans un état de droit. Et tout à coup, j'avais choqué Libé, il y a 1 an et demi, qui a fait un article terrible sur moi. Ça c'est fort. J'avais choqué Libé quand j'avais dit quelque chose. J'avais dit, si on traitait les étrangers en situation irrégulière, qui sont aussi, qui ont besoin véritablement d'une présence juridique et qui ont besoin vraiment d'être défendus, ce sont les pauvres du système et qui ont besoin d'être défendus, si on les traitait moitié moins bien qu'on traite effectivement les médecins, il y aurait le feu dans la rue. Vous n'imaginez pas, il faut passer 24 heures chez moi pour voir comment les professionnels de santé sont maltraités. On leur reproche tout et n'importe quoi. Vous avez affaire à une profession qui se suicide massivement dans l'indifférence la plus générale. Et le système judiciaire, il est là effectivement pour les broyer. Le système judiciaire les broie de l'intérieur. C'est violent. C'est très dur ce que vous dites. Mais c'est la vérité, c'est d'une extrême violence. C'est d'une extrême violence. Et on n'a pas le droit de traiter les professionnels comme ça. Je vous donne un exemple qui m'avait marqué dans ma carrière. 2 exemples.
réanimateur médical a en charge une gamine de 16 ans. Il s'avère que cette gamine, pour plein de raisons compliquées, va mourir. Vous avez un homme qui porte sur lui, alors qu'il n'en est pas responsable. C'est le seul à avoir fait le diagnostic. Il l'a fait tardivement, mais c'est le seul. Il porte sur lui la responsabilité et le poids de ce décès d'une gamine de 16 ans, quand même. Je veux dire, à quelque chose qui, en tant que père de famille, le brise de l'intérieur. La violence de l'institution judiciaire qui vient l'arrêter à la clinique, le mettre en garde à vue, lui passer les menottes, comme si c'est un criminel, un contrôle judiciaire, on ne lui interdit pas d'exercer d'ailleurs. Il comparaît devant le juge et on lui dit vous en avez sauvé tant d'autres, mais celle-là vous ne l'avez pas sauvée et vous en serez responsable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mis à part s'indigner, où là effectivement il y a eu un clash d'audience absolument violent, parce qu'à un moment donné, finalement, c'est inadmissible de faire porter à une catégorie de population le poids des insuffisances de notre système d'un côté, et de l'autre, cette catégorie de population, elle a les mêmes droits que tout le monde. Eh ben non, les médecins n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Ils n'ont que des obligations. Eh ben ça, non. Une société avec des obligations et sans droits, ben pour moi, c'est la tyrannie. Et on est dans une tyrannie judiciaire à destination de toute une partie des professionnels de santé. Imaginez ce que vivent. Vous avez un médecin bien connu, hein, Raoult, regardez ce qu'il a vécu. Regardez ce qu'il a vécu. Je veux dire, il a vécu un procès avant le procès. Dire, après le procès, il continue de vivre un procès médiatique. Mais effectivement, pendant l'audience, on l'a quand même accusé, pendant l'audience Raoult, on l'a accusé d'être à l'origine de millions de morts dans le monde entier à cause de la chloroquine. Oh, vous avez fini là? Et vous voyez, l'avocat, il est là, à un moment donné, pour dire, mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous racontez quoi là, à un moment donné? Je veux dire, c'est ça, moi, qui m'a profondément touché, si vous voulez, dans le corps médical, c'est le dévouement exceptionnel de ces gens. Et j'ai de rancœur à l'égard de personne. On a des divergences majeures dans cette crise d'approche avec une partie des médecins, comme Jérôme Marty, comme Jean-Paul Hamon, etc., mais à qui je voue une vraie reconnaissance à côté de ça, pour le dévouement dont ils ont fait preuve, dont ils font preuve. Et en fait, je crois que profondément, si vous voulez, ce qui me perturbe, c'est que je ne supporte pas l'idée qu'une catégorie de population soit privée de droits fondamentaux. J'ai vécu quelque chose ce matin, avant de venir à une audience disciplinaire, mais ça là, ce que j'ai vécu ce matin, vous le vivez dans n'importe quelle situation judiciaire, ça fait la une des journaux. Mais là, non, on s'en fout, parce que c'est dans une espèce d'entre-soi, et que, on s'y habitue, quoi. Moi, je m'y habitue pas. Voilà, moi, je m'y habitue pas. Alors, Maître Divisio, je le disais, on vous a essentiellement découvert avec évidemment cette crise, la Covid-19, parce que vous avez été invité, vous le disiez, sur de nombreux plateaux, et puis on vous demande très très fréquemment en interview. Mais avant cela, vous aviez quand même traité de nombreuses affaires médiatiques, très médiatisées. Quelle est, je ne parle pas du détail, quelle est au sens général la différence avec cette fois la Covid-19? C'est une bonne question. C'est une bonne question. La réponse est compliquée, mais c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que la vraie différence, c'est le temps. Dans les affaires que j'ai traitées jusque-là, je parle d'HAN1, Mediator, ce que vous voulez, finalement, il y a une temporalité. Il y a un avant et il y a un après. Là, on a du mal à voir l'après. On a une espèce de temporalité qui dure, et la justice, elle est hyper sollicitée, sursollicitée. Le Conseil d'État, à chaque mesure qui est prise, il est sollicité. On peut en discuter, mais les décisions qu'il prend manquent de courage, mais peu importe. N'empêche qu'elle est sursollicitée. Que finalement, vous avez des plaintes pénales un peu à tout va, vous avez une temporalité. Si vous voulez. Moi, je passe mon temps à dire aux gens, mais vous ne pouvez pas attaquer tout ce qui bouge. Quand Blachier, là, je pense à Martin, que je connais bien d'ailleurs, quand Martin Blachier, il se lâche sur Raoult hier matin, c'est la diffamation. Mais vous allez faire quoi? Vous allez attaquer Martin Blachier? Si chaque fois qu'un type commence à diffamer un autre type, vous l'attaquez? C'est pas. Puis la frontière est de plus en plus ténue entre la diffamation et la liberté d'expression. En plus, et puis il faut qu'elle soit ténue, et il faut qu'il y ait une liberté, y compris de critique. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un droit de réponse. Vous retenez, vous, personnellement, un petit peu dans ce que vous dites? Non. On a l'impression. Non, jamais. C'est ce qui me vaut des problèmes avec l'ordre, d'ailleurs. C'est qu'effectivement, je me retiens pas, absolument pas. Mais il faut pas se retenir. Et Martin a raison de dire ce qu'il pense.
Vraiment, je veux dire, je pense que, voilà, je pense qu'on a raison. Après, ce qu'il faut, c'est avoir un espace de débat. C'est ça qui, moi, m'importe. Je ne pense pas que la justice soit là. Il faut faire très attention, vous savez, quand vous commencez à attaquer la liberté d'expression, faire très attention à ça. Vous avez vu ce qui se passe là en ce moment. Aux Pays-Bas, vous avez un député qui s'est vu interdire par la justice de faire des comparaisons entre l'Holocauste et... On vous l'a reproché à vous aussi, hein, il y a quelques temps, je crois sur Sud Radio, vous avez fait une comparaison. Il pousse un peu parce que moi, il pousse un peu quand même. Limite. Il pousse un peu parce que moi, je fais vraiment partie des gens qui évitent soigneusement de faire ce genre de comparaison. Je veux dire, et quand je la fais, c'est de manière extrêmement ciblée sur un problème précis. Mais j'évite soigneusement d'appeler l'histoire à la rescousse parce que l'histoire, elle a une particularité, c'est qu'elle se répète, mais toujours de façon différente. Et qu'aujourd'hui, moi, je considère que faire appel à l'Holocauste pour venir parler de ce qui se passe actuellement, c'est une double offense. C'est une offense à ce qui se passe actuellement et c'est une offense à ce qui s'est passé. Donc moi, je vais me faire ce reproche-là, je trouve ça un peu gonflé parce que pour le coup, on trouvera difficilement plus modéré que moi sur la question. Alors pourquoi je vous fais parler justement de votre liberté d'expression à vous? Parce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des avocats qui vous ont inspiré dans votre carrière? Je ne pense pas qu'Éric Dupond-Moretti soit pour vous un grand modèle, mais qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est un grand avocat, mais c'est un grand avocat. Ah, vous le reconnaissez tout de même? Bien sûr, je pense que c'est un grand avocat. C'est un grand ministre de la Justice? Non, je pense pas, mais parce que je pense qu'il l'avait dit lui-même, si vous voulez. Et à dire vrai, j'ai pas la qualité pour le dire, mais je pense surtout que il est dans une position compliquée, parce que le ministre de la Justice, finalement, c'est de la politique. Le ministre, vous savez, à la fin de ce événement, il obéit ou ferme sa gueule, quoi. Et, bon, il a choisi d'obéir. Il n'aurait pas dû finalement accepter cette Non, proposition. il démissionne, mais finalement, est-ce qu'il aurait dû? J'en sais rien, mais... Vous aurez proposé d'être ministre de la Justice, vous moi, auriez j'aurais dit accepté? ouais. Ah oui. Ouais, à cause des avantages. Et vous pourriez l'être, tiens, puisque vous avez moi, ce qui m'intéresse, arrêté d'être avocat. Bah ouais, je veux bien, les avantages financiers m'intéressent, ouais. Bon, moi, ça mérite d'être Bah franc. ouais. Mais vous rigolez ou quoi? Bien sûr. Enfin, Là, on est en pleine campagne présidentielle. Même, Quel que soit le candidat, vous accepteriez si... Ah ouais, absolument, ouais. Même ministre d'anciens combattants, je veux bien. Mais non, mais je parlais de celui qui vous le proposerait. Que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Oui, bien sûr. J'ai pas dit que je resterais, j'ai dit que j'accepterais. J'y resterai le temps que ça me suffit. En fait, je crois qu'il faut rester 8-9 mois pour avoir les avantages de la retraite. Donc je veux bien rester 9 mois. D'accord, bah écoutez, alors ça c'est une info, hein. Ministre de la Justice. J'ai toujours dit, hein. J'ai tweeté quand le ministre de la Justice a pris ses fonctions, vous savez qu'il avait dit non, enfin pour moi j'accepterai pas. Jamais j'accepterai. Et puis moi j'ai dit moi je le prends, hein. Je vous préviens, je le prends, hein. Je vous le dis, hein. Non, c'est comme ça. Je vous dis, je pas dit que je resterai. Je dis que je le prends. De toute façon, je vous ferai virer avant, alors c'est pas le problème. Mais et puis, de toute façon, non, on va poser la question différemment. Qui est le suicidaire qui pourrait imaginer de me proposer un poste? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est souvent, vous savez, des emmerdes. Hein, mais je suis bien d'accord. Devenir ministre. Mais c'est pour ça qu'effectivement, j'envisage pas de le rester. J'envisage, si je devais l'être, je l'envisage pas. Non, je veux juste. Mais de le rester parce qu'on vous débarquerait ou parce que vous quitteriez le ministère? Probablement les deux, en fait. Non, parce que je veux, c'est les avantages liés au poste. Oh, mais vous en avez plus d'avantages en ce moment en étant. Oui, c'est pas faux. Ouais, mais enfin, à court terme. Financièrement, vous gagnez bien plus. Oui, je gagne bien plus, c'est vrai. Vous gagnez combien, tiens? Je peux le dire parce que l'Express s'était fait le révélateur de mes revenus. Je gagne entre 18 et 25 000 euros par mois. D'accord. Ce qui est quand même pas négligeable. Je vous demandais vos modèles. Est-ce qu'il y a des personnalités, au-delà même des avocats, qui vous ont inspiré dans vos combats, dans vos engagements, Maître Divisio? C'est difficile à dire, mais il y a un personnage contemporain que moi j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il incarne vraiment très bien ce qu'est l'intelligence et la mesure, c'est François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, il incarne la modération, l'intelligence, la mesure. C'est un homme complet, c'est ce qu'on appelle un homme complet, en fait. Il est philosophe, il a un vrai sens politique, il a ce que je n'ai pas, le calme et la tempérance. C'est un homme vertueux, c'est un homme profondément vertueux. Ça n'avait pas été un carton aux européennes, hein, sa candidature. Ça n'avait pas été un carton aux européennes. Non, mais c'est normal, parce que la politique, c'est la politique, après. Mais regardez ses prises de parole, elles sont toujours d'une extrême finesse, elles sont toujours... puis il y a ces filias, ces cafés philo, enfin ces grandes soirées philo. Oui, voilà, c'est l'homme qui vous inspire, c'est ça? Ah, complètement, je veux dire, c'est un Surtout homme... que vous êtes très impliqué aussi en théologie. Oui, j'ai une formation en philosophie morale, en métaphysique, je veux dire, non, mais c'est un homme qui, évidemment, si vous voulez, a un vrai sens du bien commun, et c'est pas neutre.
Alors revenons un instant à cette carrière d'avocat que vous exercez encore quand même. Vous faites l'objet d'une enquête, on parlait du professeur Rao, vous également, hein, vous faites l'objet d'une enquête Non, je suis l'objet de poursuite. Même de poursuite. Le stade de l'enquête, on n'est même jamais passé par le stade de l'enquête chez moi, c'est l'avantage. Donc direct, en fait. On est poursuite par les du Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Alors sur quoi porte cette enquête? Est-ce que vous contestez ce qui vous est reproché? Non, pas du tout. Racontez-nous. Je ne conteste absolument rien, j'ai bien commis les faits qu'on me reproche. Vous les assumez? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Alors racontez-nous un c'est petit peu pour ceux simple, qui j'ai nous effectivement dit écoutent. que Castaldi était un con. J'ai effectivement dit à Verdès que c'était un âne. J'ai effectivement complètement assumé que TPMP était une bande de chimpanzés. Ouais, ils le savent d'ailleurs, je leur ai dit. Donc ça plaît pas à mon bâtonnier, mais je suis désolé, c'est la vérité. Hein. Moi j'y peux rien, j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Vous êtes content, Cyril Hanouna? Il a l'habitude, Cyril. Je le connais bien, on se connaît bien. Maintenant, il sait très bien que quand j'ai un truc à dire, je le dis, quoi. On dit, attendez, Cyril, il va pas se plaindre, hein. Il m'invite pour ça, hein. D'accord? Je veux dire, c'est pas un peu craché dans la soupe, honnêtement, parce que c'est quand même une émission qui vous a révélé au grand public. Mais pas du tout, mais absolument pas. Mais absolument pas. C'est ce qui fait le charme de cette émission. Je me défends d'ailleurs devant le bâtonnier en disant quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui ne sont pas mes propos, mais ceux de Yann Moix, qui disait que Cyril Hanouna est l'héritier, que son émission, c'est l'héritier de droit de réponse. Et je revendique, effectivement, c'est la meilleure explication qu'on puisse donner. Moi, je ne suis pas quelqu'un de policé. Je refuse, on me dit que je manque, en fait, ce qu'on me reproche, pour faire simple, c'est que je manque à la délicatesse dans ma manière de m'adresser aux gens, dans la manière de parler, finalement. Mais ouais, c'est effectivement vrai. Bah oui, mais ce qui est en même temps un peu normal, vous avez prêté serment, vous êtes avocat. Non mais si vous voulez, il y a le problème, c'est que, en fait, non mais il faut qu'on arrête de faire de la liberté une discussion de salon, comme ça. Des gens meurent pour la liberté. Là, on est face à une crise absolument mémorable et immémorielle sur la question de la liberté publique. On n'a jamais eu une atteinte aussi profonde, durable, marquée aux libertés publiques. On n'a jamais eu un apartheid aussi marqué entre les citoyens. On est dans une situation de crise où on arrive à tirer à balles réelles maintenant aux Pays-Bas contre des gens, où on arrive à vouloir priver des gens de commerce alimentaire ou de soins. Oh, on va se calmer là. Et c'est à moi qu'on reproche de m'exprimer trop vivement. Je me trouve même extrêmement policé, décidément. Je veux dire, au sens où effectivement, à un moment donné, moi je veux bien ce débat de la liberté d'expression. Vous parliez, on parlait de la liberté d'expression tout à l'heure. C'était d'ailleurs dans une vie médiatique antérieure, c'était sur mon plateau, vous aviez traité le gouvernement de branquignol. Vous attendiez quand même pas à recevoir un bouquet de fleurs après. Mais je m'en fous, je m'attends à rien. Pourquoi il faut s'attendre à quelque chose? Je dis ce que j'ai à dire et point. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est Bossuet qui écrivait que la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on fait. Alors est-ce que c'est le rôle d'un avocat de dire ça? Je sais pas si c'est le rôle d'un avocat, mais j'espère que oui. Enfin, dire, l'avocat, c'est qui? C'est le mec qui défend d'abord. Ben oui, moi je défends. Moi, personne ne me prendra en défaut de défense. Je vais comprendre en défaut de tout ce qu'on veut. Mais ni de compétence, d'honnêteté et de défense. Mon métier, c'est la défense. Et mon métier, je le fais dans les prétoires, comme je le fais effectivement dans la vie. Je défends, et je défends jusqu'au bout du bout. Je l'ai toujours dit, je me ferai radier pour la défense. Mais par moi, devant moi, la défense, effectivement, je vous le garantis pour le coup aux audiences. Pourquoi les gens viennent me voir? C'est une question intéressante. Vous avez des avocats extrêmement talentueux à Paris. Pourquoi ils viennent me voir, moi? Comment je recrute mes clients? Je les recrute parmi mes adversaires, en général. Parce que quand le type, effectivement, s'est pris... Vous recrutez vos clients, c'est-à-dire vous refusez également des clients. Tout le temps, bien sûr. Mais c'est moi qui choisis mes clients. Personne ne vient à mon cabinet sans que il y a une sélection qui est opérée par une directrice et qui prend les appels et qui sélectionne. C'est quoi les critères? Il y en a deux, on va pas se mentir, c'est l'argent. Ah, ça, voilà. Vous le dire. Bah voilà, c'est un critère qui est très clair. Mais c'est pas paradoxal, ça, un petit peu avec votre militantisme, tout le monde a le droit à une défense. Si quelqu'un n'a pas les moyens de se payer Fabrice Divisio, il n'y a pas de Fabrice Divisio. Après, Fabrice Divisio, il choisit, il n'y a pas de droit. J'ai pas de droit à être défendu par Fabrice Divisio. Quel titre j'aurais un droit à être défendu? De la même façon, j'ai pas un droit à être soigné. Vous pouvez être touché par un cas et oui, puis vous dans dire, ces cas-là, oui. Et ben dans ces cas-là, c'est le deuxième critère, c'est effectivement l'intérêt du dossier. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que le dossier m'intéresse? Est-ce que je me sens capable de le traiter? Je mens pas. C'est-à-dire que moi, si je suis pas compétent, ce matin, on m'a proposé un truc, là, pour le coup, assez lucratif, sur un problème de liberté d'expression, justement. Je le sens pas, je pense que je suis pas le bon mec pour le faire. Que mon cabinet, il y a des gens très compétents, mais je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour le faire. Il vaut mieux qu'ils aillent prendre quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Là, j'ai un autre problème extrêmement encore plus lucratif pour le coup, sur un gros problème de fiscalité d'une clinique, mais je vais pas m'embarquer là-dedans. Je pourrais, mais je vais pas m'embarquer là-dedans. Non, si vous voulez. Le vrai critère pour moi,
et c'est là-dessus que je reviens, la défense, la manière de m'exprimer, il faut qu'on arrête de mettre des filtres, si vous voulez. Il faut qu'on arrête de mettre des filtres. Il faut à un moment donné que les gens voient la vie telle qu'elle est. Il faut qu'on arrête de parler du confinement comme une espèce de truc un peu romantique. Non, le confinement, c'est des mecs qui se sont retrouvés confinés à 5 dans 50 mètres carrés, avec des gamins qui se sont fait taper dessus, et des conjoints qui se sont tabassés pendant plusieurs mois. La vérité, c'est que le confinement, il a généré des retards éducatifs majeurs, il a généré des traumatismes comme jamais dans l'histoire, alors qu'on arrête de me raconter que le confinement, c'est une espèce de balade de santé, si vous voulez. Il va bien falloir à un moment donné dans cette crise qu'on appelle un chat et un état totalitaire un état totalitaire. Le totalitarisme est en marche, c'est comme ça, je veux dire. Et moi, je veux bien qu'on se cache derrière son doigt, mais vous savez, c'est Aristote qui disait que, à force de ne plus nommer les choses, elles n'existent plus. Si on veut les faire exister, il faut les nommer. Et à un moment donné, vous pouvez effectivement dire à un malade qu'il a un cancer, qu'il va pas tout à fait bien, que oui, alors c'est... Non, à un moment donné, vous lui dites c'est grave, on va se battre jusqu'au bout ensemble, mais c'est grave, on ment pas aux gens. Or, dans cette crise, on a pris l'habitude de mentir aux gens par une espèce d'édulcoration du réel. Non, les gens sont dans la merde. Aujourd'hui, le confinement, il a créé de la pauvreté. Aujourd'hui, cette crise, elle a laissé sur le trottoir tout un tas de gens, parce que c'est nous qui les aidons pendant ce temps-là. Les soignants suspendus, c'est nous qui avons lancé une cagnotte pour leur payer effectivement tout général. Que les conséquences des mesures prises pour combattre cette crise ont peut-être été aussi graves, voire plus graves. Non, elles ont été bien plus graves. On a tué des mouches avec un canon, c'est ça la vérité. Parce qu'on ne se soucie absolument pas de l'homme. C'est Baudin qui écrivait « de richesse que d'homme ». On ne s'est pas soucié de l'homme, c'est tout. C'est ça la vérité. Et je trouve ça singulier qu'on vienne me reprocher de m'exprimer avec vivacité. Et je le trouve d'autant plus singulier qu'on me le reproche avec vivacité, d'autant que, dans mes poursuites, il y a quand même un des membres du pôle déontologie qui me poursuit, qui lui-même s'est juste amusé sur les réseaux sociaux, à venir effectivement expliquer à une consoeur qu'au nom d'Allah, il allait lui jeter de l'acide au visage, déterrer sa mère et sa grand-mère et faire une partouze avec eux. Je veux dire, et jeter de l'acide au visage, on n'est pas loin du terrorisme quand même. Il est membre du pôle déonto. Alors qu'on vienne me faire le procès à moi de la liberté d'expression, mais je ne pouvais pas mieux rêver. Mais j'ai supplié mon bâtonnier de me poursuivre. Il faut le faire. Sauf que là, où je l'attends au tournant, c'est qu'il va falloir qu'on fasse le procès de la liberté de l'avocat en général. Et qu'on aille récupérer certains propos de confrères, comme William Goldanel par exemple, qui expliquaient à un moment qu'il n'était pas spécialement choqué de la circonstance qu'on fasse payer des soins, qu'on fasse payer les réas aux gens non vaccinés. De quoi je me mêle ? C'est le rôle de l'avocat que de venir effectivement porter sur la place publique un débat sur les non-vaccinés. Ils pensent quoi, les non-vaccinés ? C'est de la modération et de la délicatesse, ça ? Il sortait de son rôle. J'ai une question. Quand effectivement un avocat célèbre sur Twitter... mais quand c'est vous... Non. Non. J'ai pas dit que c'est normal. J'ai dit qu'effectivement, c'est le même problème que Raoult. Moi, je veux bien qu'on fasse le procès de Raoult si on fait le procès de tout le monde. Et je veux bien qu'on fasse le procès de Divisio si on fait le procès de tout le monde. Ou alors on fait le procès de personne et on fait celui de tout le monde. C'est comme le pass sanitaire. Moi, je suis contre le pass sanitaire. Ou personne ne l'a, ou tout le monde l'a. Il n'y a pas de privilège pour les vaccinés. Je veux dire, donc, à un moment donné, le principe d'égalité, vous savez, égalité, liberté, égalité, fraternité, l'égalité devant la loi, elle est telle que je ne peux pas venir faire des avantages à mes copains. C'est pas comme ça que ça marche. Et je ne peux pas prendre des propos et venir effectivement les critiquer sans venir faire un procès global de tous ceux qui en ont tenu. Quand vous avez un avocat très connu sur Twitter qui vient dire qu'il se torche avec l'Institut pour la justice, qui quand même représente des familles de victimes d'homicides, je veux dire, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Quand vous avez un avocat célèbre sur Paris qui publie des BD porno et qui dit finalement, moi, le monstre, en parlant de l'inceste, m'a toujours fait fantasmer ou quelque chose du genre, je veux dire, c'est quoi ça ? On veut vraiment faire le procès de la liberté d'expression de Divisio, mais qu'on le fasse. Moi, je vais vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je m'en fous de la liberté d'expression ? C'est ça qui est marrant, cette crise. Ils font le procès de Raoult, qui s'en fout parce qu'il s'en va, je veux dire, et on fait le procès de Divisio, qui s'en fout parce qu'il s'en va. Mais ce que l'ordre ne sait pas, c'est qu'actuellement, on est 26 à me défendre. J'ai 26 avocats, dont des Italiens et des Bulgares, dont des Belges. Donc, je veux dire, ces gens-là, il va falloir les entendre un par un. Donc, le procès, c'est pas une journée qui va durer, c'est un mois. Tel que c'est parti. Alors moi, si le bâtonnier de Paris veut faire un mois de procès, on le fait. Mais ce sera la défense. Je me suis battu toute ma vie pour la défense, c'est pas pour effectivement la compromettre avec moi. Que j'ai le droit à une défense, et j'entends bien l'exercer jusqu'au bout du bout. Et que mes confrères qui me défendent, au demeurant gratuitement, je veux dire, eh bien, il va falloir les entendre un par un. Un par un. Et ben j'attends de voir.
Alors Fabrice Divisio, vous êtes, on le voit, un avocat et un militant, ou même un avocat militant. Vous êtes un citoyen actif, comme on a coutume de dire aujourd'hui. Vous défendez vos idées, quelles qu'elles soient. C'est intéressant ce mot. Ouais. Je milite. Mais je milite pourquoi alors? Je suis militant de quoi? C'est la question que je vous pose. Non, c'est vous qui dites que je suis un militant, donc je suis un militant de quoi? Dans votre façon de vous défendre, aussi bien défendre vos Si clients. vous me demandez si je suis un militant de la liberté... Vous êtes un militant de la vous liberté aussi. d'expression totale. Je suis un militant... Non, pas totale, ça n'existe pas, la liberté d'expression totale. Vous me dites qu'il n'y a pas de filtre. Non, je dis qu'il n'y a pas de filtre, mais il y a le filtre de la loi. La loi, elle pose des filtres. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous imposiez aucun Non, filtre. non, j'ai dit que je n'impose aucun filtre, sauf celui de la loi. Attendez, je suis dans un état de droit et que jamais vous m'entendrez diffamer qui que ce soit. Je veux dire, d'un côté, d'ailleurs, j'ai pas été poursuivi en diffamation au passage. Ce que je manque, c'est des principes déontologiques de délicatesse. Sauf que je ne sais pas ce que c'est que la délicatesse, puisque personne ne me l'a défini encore. Mais je veux dire, non, je ne suis pas un jusqu'au-boutiste. Et ce mot de militant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, si je devais être militant, effectivement, c'est d'une chose, c'est de la liberté. Je vais poser la question peut-être un peu différemment. Vos associés dans votre cabinet d'avocat, par moment, honnêtement, Fabrice Divisio, ils ne vous disent pas, là tu pousses peut-être un peu le bouchon un peu loin? Est-ce que vous engagez aussi votre cabinet, votre réputation, celle de vos collaborateurs? Non, j'engage pas la réputation de mes collaborateurs. D'ailleurs, vous les connaissez pas, mes collaborateurs. J'ai pris soigneusement de les protéger. C'est pour ça que c'est moi qui effectivement prend. J'ai des collaborateurs qui sont... Et d'ailleurs, chez moi, c'est très intéressant, parce que ce cabinet, il est beau, ce cabinet, quelque part. Parce qu'il est ce que devrait être une société. On n'est pas d'accord entre nous. Il y a des vaccinés, il y a des non-vaccinés, il y a des gens qui sont très drôles, des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite. Je veux dire, mais tout le monde s'en fout, on est réunis. Vous savez, c'est ce concept de société de chez Aristote qui effectivement définit la société par finalement une destinée commune. C'est exactement ça, en fait. On a une destinée commune qui est la défense. Mais aussi la raison pour laquelle je m'en vais au passage, ce que vous avez omis d'indiquer, c'est que l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais, c'est que je vais aussi aller me présenter aux législatives, pour le coup. Oui, on va y venir. On va en parler après de votre engagement c'est aussi pour ça. Et que du coup, je ne veux pas engager non plus mes collaborateurs. C'est pour ça que c'est important aussi. Je n'ai pas du tout envie d'engager mon cabinet dans une campagne politique. En parlant de collaborateurs, il y a une info, j'aimerais que vous me confirmiez si elle est vraie ou pas, c'est une Vex News. Certains médias avaient rapporté récemment que vous aviez envisagé de licencier une de vos collaboratrices qui s'était faite vacciner contre la Covid-19 dans le cadre d'un voyage professionnel. Est-ce que vous confirmez ou pas? Comment vous pouvez justifier ça? Il suffit de relire mon tweet. Dans mon tweet, j'ai dit quoi? J'ai dit elle mériterait le renvoi. J'ai pas dit que j'allais la renvoyer, j'ai dit qu'elle mériterait le renvoi. C'est vrai. Là, vous comprenez que c'est quand même un Non. petit peu Non, j'ai dit, choqué. elle n'a pas été renvoyée d'ailleurs. Mais sinon, enfin, qu'est-ce qui est choquant? C'est pas très compatible avec la défense des libertés, donc. Ah bon? Mais qu'est-ce qui... Alors, elle est libre de faire ce qu'elle veut, cette dame. Ouais, et moi je suis libre de dire qu'elle mérite le renvoi. Je suis pas libre de la renvoyer, puisqu'il y a un cadre juridique pour le renvoi, mais je suis libre de penser et de dire qu'elle mériterait le renvoi. Donc ce qu'on me reproche, c'est pas de l'avoir fait, c'est de l'avoir pensé. On peut le voir comme l'excès inverse des cas où les patrons licencient leurs employés qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, ça marche pas votre truc. Parce qu'effectivement, parce que ça pose pas de problème par contre. Des gens qui disent les non-vaccinés mériteraient de ne pas avoir de commerce alimentaire, les non-vaccinés ne mériteraient pas d'aller en réa, en tout cas devraient payer leurs soins de réa, j'ai jamais entendu personne s'indigner là-dessus. C'est curieux quand même, non? Et quand un mec vous dit que finalement il faudrait emmener les non-vaccinés entre deux flics, quand j'en ai un autre qui dit qu'il faut sortir la boîte à baffe contre les non-vaccinés, et qui vous dit mais c'est une image, enfin, c'est curieux quand même. C'est curieux que finalement, dès qu'on vient exprimer quelque chose qui n'est pas dans l'opinion dominante, ça pose un problème majeur. C'est très curieux, d'autant que je termine là-dessus pour pas quand même, ma collaboratrice n'a pas été renvoyée. Absolument pas. Mais c'est vrai que ça pose un vrai débat. Si je ne suis pas capable de me défendre moi-même et que je dis, moi j'aurais parfaitement assumé qu'elle dise, écoutez, j'ai choisi de me faire vacciner. C'est ton choix. J'ai ma directrice de cabinet qui est vaccinée, j'ai 2 collaborateurs, je crois, qui sont vaccinés, 3 même, dont un associé, qui sont vaccinés. Qu'est-ce que ça fait? Je m'en fous, moi. Non, ce qui pose un problème, c'est qu'elle dise, j'ai été contrainte de le faire. Ça veut dire quoi, j'ai été contrainte? Et donc, tu t'engages dans la défense des autres, tu t'engages dans la défense, tu vas à un colloque à Bruxelles sur la liberté, et tu viens m'expliquer que tu t'es fait contrainte. Moi j'ai la liberté de penser que tu mériterais le renvoi. Mais chez moi, personne n'est renvoyé, parce qu'à un moment donné, il y a un moment de faiblesse. Mais ma liberté, c'est de pouvoir pousser un coup de gueule. Mais ça, cette liberté-là, à moi, on ne me la confère pas. Par contre, si j'avais dit cette espèce de machin qui est non vacciné, qui vient me contaminer et qui vient être dangereuse pour les autres, ça, j'aurais mis une médaille peut-être. Selon vous, Fabrice Divisio, les avocats, est-ce qu'ils doivent être toujours engagés dans les causes qu'ils défendent? J'en sais rien, je m'en fous. Vous pouvez défendre quelqu'un sans être Je ne défends pas des causes, je défends des gens. D'accord.
Je défends pas des causes, même dans cette crise. Dans les prises de parole publiques, j'ai jamais défendu des causes. Je défends des gens. Je défends des gens qui souffrent. Je défends des gens qui en ont marre. Je défends des gens qui n'en peuvent plus. Je défends des gens qui sont en perte totale de repères, de vie. Des gens qu'on a. Enfin, est-ce que vous imaginez que tout à coup, vous avez est-ce que vous imaginez ce qu'on vit là ? En mars 2020, on a applaudi des gens qui se baladaient avec des sacs poubelles, qui ont donné de leur temps, qui ne rentraient pas chez eux, de peur de contaminer du virus mortel leurs enfants qui dormaient dans leur voiture. 1 an plus tard, parce qu'ils hésitent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont pas tranquilles avec le vaccin, on les dégage dehors comme des malpropres. Et c'est à moi qu'on fait un procès sur la liberté d'expression. Mais on est devenus malades dans ce pays. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a toute une catégorie de gens là qui a tout perdu, du jour au lendemain, qui sont passés du jour au lendemain du statut de héros au statut de paria. Et qui plus est, qui ont dit non mais j'hésite, je sais pas, peut-être laissez-moi du temps. Je pense à ces médecins qui ont dû mais bien sûr. renoncer à leur et attendez, mais c'est pire. Métier. Ils disent quoi les médecins ? Ils disent non mais moi si vous mettez... Ils gagnent rien pendant ce temps. Non mais si vous mettez Sinopharm sur le marché, moi je suis d'accord pour me faire vacciner. C'est juste que l'ARN, ça me fait peur. Mais qui t'es pour avoir peur ? Le gouvernement, ton bon père, hein ? Le père Emmanuel, eh bien lui, il sait ce dont tu as besoin. Enfin, je veux dire... oui, non, mais le Sinopharm. Non, tu n'as pas à décider. En République française, tu n'as pas à penser. Tu obéis. Point. Il dit, mais je peux me faire tester toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, même, à mes frais. En République française, on est solidaire, on est égoïste. Ils se sont fait traiter d'égoïstes, de parias. On les a accusés de vouloir contaminer leurs patients. Tout ça, pourquoi ? Pour découvrir qu'en fait, le vaccin ne protège pas de la transmission. Bravo, ça valait vraiment la peine. Aujourd'hui, on a des plans blancs partout. On a des patients qui meurent, y compris à Paris. Et on a des gens qui se morfondent chez eux avec des compétences, et pour des raisons idéologiques, on ne veut pas effectivement qu'ils reviennent dans le système hospitalier. Et bien vous voyez, moi c'est eux que je défends. C'est d'abord eux que je défends. Et je défends tous les enfants qui ont eu à subir ce pass sanitaire, à qui on vient injecter un vaccin juste pour ça. On ne va pas rentrer trop dans le détail, puisqu'on a aussi, malheureusement, sur la plateforme sur laquelle on parle, une censure possible, donc on ne va pas parler... Non, mais je ne dis pas du tout, je ne remets rien en cause. Je remets rien en cause. Ouais. Je dis juste que... je remets rien en cause. Le pass sanitaire, si vous voulez, moi je m'en fous en soi. Simplement, ce que je dis, c'est qu'à un moment, juste, vous me demandez si je défends des causes, je vous réponds non, je défends des victimes. Louis Fouché, c'est quelqu'un qui vous touche ? Oui, Louis Fouché, je pense que c'est quelqu'un de profondément intègre, oui. J'étais en relation avec lui de temps en temps. Je pense que c'est un garçon profondément intègre. Je pense que c'est un garçon médecin réanimateur à Marseille. Je pense que c'est un garçon profondément intègre et qui a compris peut-être, je ne sais pas si on peut dire avant tout le monde, mais en tout cas qui a bien compris ce qui se passait. Fabrice Divisio, est-ce que vous trouvez que la société civile est assez impliquée de manière générale dans les décisions politiques ? Est-ce que vous trouvez que dans le cadre de la Covid-19, il aurait été peut-être nécessaire de plus impliquer cette société civile ? Non, ça n'aurait rien changé. Puisque la société civile, vous la manipulez comme vous voulez. Regardez la Suisse a fait des référendums sur les restrictions. Est-ce que si le président ou le ministre de la Santé vous avait demandé de participer à un comité visant à éclairer justement les voies du gouvernement, vous y auriez participé ? C'est une grande question. C'est une grande et bonne question, j'en sais rien. D'ailleurs, je crains que l'effet ne fût celui de Raoult, c'est-à-dire Raoult qui a participé au comité scientifique et qui a claqué la porte. Parce qu'en fait, tout ce monde-là n'est pas à la recherche de la vérité. Tout ce monde-là n'est pas à la recherche de la vérité profonde de l'homme. C'est très facile de discuter avec le professeur Raoult quand même, honnêtement, non ? Oui et non. Honnêtement. Oui, vous rigolez, vous-même. C'est con. Disons que, comment je vais dire, il a les défauts de ses qualités. C'est un sachant. Voilà. Et c'est toujours très agréable cependant de discuter avec lui parce que ce que moi je perçois quand je discute avec lui, c'est d'abord un homme qui... Est-ce qu'on discute vraiment ? C'est lui qui parle plutôt ? Oh, quand même. En même temps, si vous voulez, moi je suis dans une position qui est un peu compliquée parce que d'abord, quand il vient chez moi, c'est moi qui parle, puisque c'est moi qui défends, donc c'est moi qui parle. Et ensuite, quand je vais chez lui, c'est lui qui parle. Parce que vous parlez, il vous écoute ? Oh oui, mais c'est un homme intelligent. Hein, et à côté de ça, si vous voulez, moi, ce qui m'étonne toujours un peu, je suis très étonné, parce que je trouve que Raoult, on peut lui reprocher plein de choses, mais je suis très étonné qu'on ne l'ait pas entendu, je ne sais pas écouté, mais entendu, je veux dire. Je trouve que son approche de la crise, elle est finalement pragmatique. Et ce qui manque dans cette crise, c'est du pragmatisme.
il a raison sur le fait qu'à un moment donné, on voit bien qu'on est dans une impasse, quoi. Il y a une impasse à un moment donné. On ne peut pas continuer comme ça 10 ans. Et donc, peut-être que, voilà. Et c'est en cela que je sais gré à la chambre disciplinaire d'avoir quand même dit qu'il ne commettait pas de faute en traitant les malades, finalement. Alors, sa communication, c'est sa communication. Après ça, on a déjà discuté de ça la première fois qu'on s'était vu. Mais, je veux dire, mais le fait est que moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir dire qu'on avait encore le droit de traiter les malades, quoi. La vérité, vous savez, la vérité scientifique, regardez le vaccin. Je n'ai jamais dit que le vaccin était une mauvaise idée, d'ailleurs. Mais on s'aperçoit que, comme l'a dit Delfrécy, on avance avec ce qu'on a, quoi. On fait un pas en arrière, 2 pas en avant. C'est comme ça, mais c'est vrai aussi sur les traitements, c'est vrai sur plein de choses. La démocratie participative, c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Mais c'est des mots, ça. C'est des mots, ça. Il faut relire Propaganda d'Edouard Bernet pour comprendre ça. Je veux dire, c'est des mots, ça. Démocratie participative, vous avez vu en Suisse. Démocratie participative, les citoyens ont majoritairement voté pour une restriction des libertés. Si vous, demain matin, je passe mon temps à le dire, vous faites un sondage... Vous pensez qu'en France, les gens voteraient pour cette restriction des libertés? Mais évidemment. Parce que, si vous voulez... C'est de l'utopie de croire que le peuple est libre. Bien sûr que non, le peuple n'est pas libre. Il est influencé par l'industrie, influencé par la communication, influencé par l'émotion, influencé par ce que vous voulez. Regardez en Suisse, vous avez un problème avec la démocratie participative en Suisse parce que vous avez eu une propagande tellement bien faite qu'à un moment donné, l'opinion... Vous imaginez, vous donnez le choix à l'opinion. En disant, écoutez, c'est pas compliqué, ou vous prenez des mesures qui vont vous rendre libre, ça c'est vrai, mais qui sont source de contamination majeure et donc de mort possible, ou vous prenez des mesures qui ne sont pas libres, qui vont un petit peu atteindre votre liberté, mais qui sont véritablement une manière de vivre ensemble et de vivre de nouveau, de revenir à la vie d'avant. Choisissez quoi, vous? Évidemment, si vous voulez, on est dans une société, je le disais ce matin, je sais pas qui disait ça d'ailleurs, mais où je disais effectivement que ce qui manque dans une société, c'est une société de la formation. C'est à qui de risque que je parlais de ça? Oui, c'est Berkane. Où je disais qu'en fait, on est passé d'une société de la formation à une société de l'information. Or, vous ne remplacerez jamais la formation des consciences. La formation des consciences, c'est pas BFM qui va la faire. C'est pas vous qui allez la faire, c'est pas moi qui vais la faire. Enfin, pas directement. Si on veut former les consciences, ça suppose d'investir du temps, d'investir du budget sur la formation des consciences. Sur comment j'apprends à faire un choix libre, qu'est-ce que c'est qu'un choix libre, qu'est-ce que c'est, tous ces critères, la santé publique, les scandales de santé publique, revenir sur les scandales, comment naît un scandale. Mais ça demande de l'investissement, ça demande du temps, et est-ce qu'aujourd'hui la société est prête à investir du temps et de l'argent pour se former? Je crois pas. Fabrice Divisio, vous avez été qualifié récemment par Valeurs Actuelles comme étant, je cite, l'avocat qui fait trembler le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je fais trembler personne. C'est me prêter bien trop de... C'est bien trop d'influence. Ça se voit d'ailleurs à quel point je fais trembler le gouvernement. Putain, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas où on en serait alors. Mais non, mais ça, c'est des mots de journaliste. Il faut bien... c'est comme l'avocat anti-vax, il faut bien mettre des choses. Avec le recul, donc pour clore ce chapitre sur votre exposition médiatique, vous referiez tout ce que vous avez fait, vous referiez toutes ces déclarations que vous avez faites, ou est-ce que vous avez un petit mea culpa sur une ou deux choses? J'en sais rien, c'est une question compliquée. Elles sont chiantes vos questions. Elles sont chiantes vos questions. Hein. Elles sont compliquées vos questions. C'est une bonne question. Remise en question de temps en temps. Forcément. Ce travail, vous le faites. Oui, forcément. Alors là, celui qui dit que je ne me remets pas en question, fuyez-le à toute vitesse, quoi. Surtout ne vous approchez jamais de quelqu'un qui vous dit qu'il n'a aucun regret et qu'il a tout fait parfaitement et que voilà. Vous savez. Juste pour l'anecdote, pour vous faire comprendre un petit peu qui je suis quand même, pourquoi est-ce que dans des dossiers chez nous, on va faire 30, 35, 40 pages de mémoire? Pourquoi est-ce qu'on va y passer des heures et des heures en staff, en réunion? Mais parce que quand j'ai une décision d'échec, je me dis pas d'abord c'est de la faute du magistrat. Je me dis d'abord c'est de ma faute. Que n'ai-je fait suffisamment pour parvenir effectivement à faire rendre justice? Après, je regarde les écritures qu'on a faites, je reprends les réunions, les comptes rendus de réunion, et là je me dis, non, on est allé jusqu'au bout de quelque chose. Après, il y a un aléa judiciaire qui fait que. Mais c'est aussi pour ça qu'on a placé l'excellence, finalement, comme mode de gouvernement, j'ai envie de dire, du cabinet. Parce que je ne veux pas non plus
porter, parce qu'en première intention, je me sens responsable. Bien sûr que dans cette crise, on me dit est-ce que j'aurais fait les choses différemment? J'en sais rien. Dans votre corporation, je suppose qu'il doit y avoir pas mal de vos confrères qui doivent se dire, enfin que vous avez dû énerver, qui doivent se dire c'est pas le rôle d'un avocat d'aller sur le plateau de Cyril Hanouna. Oui, mais c'est pas eux de me dire vous avez envie de leur dire quoi? Que c'est pas eux de décider quel est mon rôle. Je veux dire, et c'est même pas mon bâtonnier de le décider. Que si la profession veut pas de moi, et ben la profession leur dira, c'est pas grave, ok. Et ben on dira qu'un avocat ne peut pas aller chez Cyril Hanouna. Mais alors on se posera la question de savoir qui défendra ceux que j'ai défendus. Qu'on me dise qui fera entendre la voix des sans-voix. C'est le rôle de qui alors de faire entendre la voix des sans-voix? Si c'est pas le rôle de l'avocat de faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas, alors de qui est-ce que c'est le rôle? C'est une très bonne question. Vous direz, le rôle, c'est de faire entendre la voix des sans-voix dans les tribunaux, mais ça marche pas. pas Alors dans ces cas-là, quand vous faites... Vous savez, Jacques Vergès disait, quand tu perds un procès dans le prétoire, gagne-le devant l'opinion. Il avait dit ça un jour. Il avait dit, quand tu perds un procès dans le prétoire, gagne-le devant l'opinion. Il avait tort. Donc c'est le tribunal médiatique, finalement. C'est forcément le tribunal de l'opinion, le tribunal médiatique. On sait tous que certaines affaires ne se sont pas résolues judiciairement, mais se sont résolues à la faveur Cyril Hanouna. Je suis désolé. Je vous donne un exemple. Les BTS. Alors je vous donne un exemple. C'est très caractéristique. Les BTS. Je plaide l'année dernière pour l'examen des BTS en présentiel, tous les problèmes que ça posait à cause de la crise. Je ne parviens à rien. Cyril Hanouna prend le dossier, je suis là, appelle Jean-Michel Blanquer, qui a résolu le problème à minima, mais en tout cas a résolu le problème des bacs pro. Je veux dire, qui finalement, en 2 coups de fil, une émission, a réglé le problème. C'est pas triste entre nous. Mais bien sûr que si, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, Cyril Hanouna, dans ce pays, a probablement plus d'influence que tous les juges réunis. A plus d'influence que tous les députés réunis. Je pense qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna a une influence bien plus importante pour faire avancer certaines choses. Sur le plan médiatique, je peux le regretter, mais c'est dont acte, que, effectivement, que la plupart des députés. Sur un plan humain, vous le considérez comment, Cyril? Moi, c'est il y a quelqu'un ici récemment, on avait comme invité Baptiste Marché qui nous disait qu'il pensait qu'au buzz. Ah non. Enfin, moi, c'est pas comme ça du tout, je le vois. Enfin, moi, je sais pas. Je le connais pas suffisamment pour me prononcer, mais c'est quelqu'un avec qui j'entretiens des relations très régulières par téléphone ou par SMS, et qui... Courtoise. Non. On a dépassé le stade de la courtoisie. C'est quelqu'un qui se soucie vraiment. Moi, je suis épaté. Après tout, je connais pas plus que ça. Mais il m'a un peu stupéfait par son amitié, vraiment. Je veux dire, je suis assez surpris. J'étais pas bien à un moment. Il a pris le soin de m'écrire, de me téléphoner, de me dire attends, mais il se passe quoi là? Si tu as besoin de moi, appelle-moi, il se passe quoi? Je prends le soin, il était malade là, il y a quelques semaines, où je lui ai écrit. Je veux dire, voilà, quand on n'a pas de nouvelles pendant 15 jours, on s'écrit, on s'envoie des SMS, il est très occupé, moi aussi. Mais non, moi j'ai découvert un garçon. Moi, ce qui m'a surtout fasciné chez Cyril, en toute honnêteté, je dis ça, je m'en fous, j'y vais plus, donc j'ai aucun intérêt à dire quoi que ce soit, je cherche rien. Mais c'est que ce qu'il dit sur le plateau qu'il va faire, il le fait après. Il n'est pas du tout du genre, je ne sais pas s'il cherche le buzz, tout le monde le cherche forcément un peu, je pense. Moi compris, il n'y a pas de raison que j'échappe à la règle. Mais ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, quand même. Contrairement à d'autres. Je ne sais pas contrairement à d'autres, mais lui, il le fait en tout cas. Moi, si vous voulez, parce que c'est un personnage haut en couleur, Cyril, il faut voir un peu dans les coulisses de l'émission, de temps en temps, dit mais comment il fait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, on ne sait jamais. Cyril, c'est le type où on arrive pour un sujet, il nous fait attendre une demi-heure, puis après le sujet ne se fait pas parce que le sujet d'avant prend plus de place, donc on repart, quoi. Il a une intuition, voilà, il gère son truc. Après, moi, je passe à autre chose. Pour ça que, par exemple, ce soir, pour ça qu'effectivement, à propos d'Éric Zemmour, j'ai décliné l'invitation. Parce que c'est un format qui me convient peut-être plus aujourd'hui. Mais ceci dit, moi, je pense que c'est ce qu'on qualifie de quelqu'un de bien. Alors, revenons plus spécifiquement à l'épidémie de Covid-19. Quel bilan, Fabrice Divisio, vous faites de votre action depuis le début de cette épidémie? Catastrophique. Je parle de la vôtre. Ah, le mien? Vous n'êtes pas catastrophique, non. Non, peut-être que si, après tout. Je commençais à quel bilan? Du mien? Ouais, des actions que vous avez menées ou elles ont... Les actions que j'ai menées, rappelez-vous qu'effectivement, j'ai été le premier à attaquer. Vous avez obtenu la mise en examen d'Agnès Buzyn. Ouais, puis la Cour de justice se fout de moi, parce que finalement, elle a mis en examen Buzyn, mais Véran et Philippe, ça n'intéresse pas. Vous craignez pas de participer à ce qu'on appelle la judiciarisation de la vie politique? Et si je vous disais que je m'en fous, ça répondrait à votre question?
Oui, ça aurait mieux d'être franc. C'est pas une dérive selon vous? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une dérive. Moi, j'ai un droit, je l'exerce. Non, si c'est une dérive. Non. Mais si les ministres sont toujours sur la menace d'une plainte ou d'une condamnation, est-ce qu'ils vont encore prendre des décisions? C'est ça la question. Manifestement, ça les empêche vachement d'en prendre. Pas faux. Manifestement, ça les terrorise. Vous savez quand même que la Cour de justice de la République, vous avez vu que Véran, il est terrorisé. Hein. Il est terrorisé à l'idée de dire le lundi qu'il va mettre en place des passes sanitaires. Et de dire que ceux qui auraient eu des faux passes sanitaires, s'ils se font vacciner, il n'y aurait plus de poursuites. Ça, c'est pas l'idée la plus stupide qu'il ait eue. Ah. Ça, c'est pas l'idée la plus stupide qu'il ait eue. Moi, si vous voulez, c'est intéressant ce que vous dites sur ce terrain-là, parce que je suis pas du tout quelqu'un. Moi, je suis hyper favorable à la liberté de se faire vacciner, y compris. Je pense que c'est important. Celle de vos collaborateurs. Mais bien sûr, mais non, mais également. Mais je pense que c'est très important pour des gens. Vous savez que moi, il y a des gens à qui j'ai dit faites-vous vacciner. Pourquoi? Parce que on sentait qu'il y avait une espèce de ça tapait quoi. Il y avait une espèce de peur qui les empêchait de vivre, et on sentait que le vaccin avait une fonction presque de rassurement pour eux. J'ai pas à juger si la décision est bonne ou pas, mais j'ai dit manifestement vous vivez pas. En fait, pas vacciner, il n'y a aucune raison de pas vous faire vacciner. Enfin voilà. Après, c'est à vous d'apprécier les bénéfices-risques avec votre médecin, mais je vois pas pourquoi socialement. Parce qu'en fait, c'était des gens qui militaient dans le milieu anti-pass, anti-vax, appelons ça comme ça, et tout à coup, une espèce de trahison à l'idée de se faire vacciner. Je dis, mais enfin les gars, ça va pas, non? Et donc, j'ai dit, mais bien sûr qu'il faut vous faire vacciner si c'est comme ça que vous le ressentez. Moi, je suis assailli de demandes de gens qui me disent, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner? Et en général, je réponds toujours, il ne le faut pas, vous ne devez rien faire. Par contre, si vous le voulez, c'est important de le faire. Je veux dire, et c'est la même chose, si vous voulez, avec Olivier Véran, là, pour le coup. Il faut toujours qu'on ait une marche arrière possible. Ces gens qui ont un faux pass, ils sont entrés dans l'illégalité. D'accord? Et donc, à un moment, ils auront peut-être envie d'en sortir de l'illégalité, de besoin d'en sortir aussi. Alors, en sortir, par exemple, en faisant vacciner avec le Pfizer ou le Moderna, mais si demain matin le Valneva arrive sur le marché, peut-être qu'ils auront envie de se faire vacciner avec le Valneva. Et donc c'est important qu'ils ne soient pas empêchés de le faire en raison d'une peur finalement de l'illégalité dans laquelle ils se sont installés. Et je trouve que c'est plutôt sain que la République dise, écoutez, moi, je considère que votre santé, appelons ça comme ça, votre volonté de revenir dans la légalité, eh bien, elle supplante le reste, quelque part. Que je ne m'intéresse pas à ce que vous avez fait, parce qu'il y a une espèce d'amnistie, en fait, en quelque sorte. Bah, moi, je trouve ça plutôt sain, et d'ailleurs, j'étais contre la suppression des lois d'amnistie au moment de la présidentielle. C'est débile. La République est belle quand elle amnistie, quand elle pardonne. Et ben moi, j'aime bien l'idée. Je vais vous dire, le faux pass sanitaire, j'ai passé mon temps à dire, c'est une connerie, c'est une connerie, c'est une connerie. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, à tout point de vue. Je veux dire, et donc, tous ceux qui le font, je pense qu'ils sont dans l'erreur. Et si on peut sortir de l'erreur, voire de la faute, ben moi, je trouve ça pas mal. Fabrice Divisio, cette émission, elle est diffusée le 26 décembre, au lendemain de Noël, au passage. Ça fait quelque temps que les discothèques sont fermées, et ça va encore durer, hein, puisque c'était pour une durée de 6 semaines que ça a été décidé. Venons-en à ce climat de peur, de mesures prises. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, il a intérêt à maintenir un climat de peur autour de la Covid-19 pour être réélu? Je vais vous dire un truc. Je pense que vous vous trompez sur un point. C'est qu'Emmanuel Macron ne décide rien. Ah oui. Je pense qu'Emmanuel Macron, comme les gouvernants, si vous regardez les gouvernements européens, voire mondiaux d'une certaine partie du monde, en tout cas occidental, des pays riches, prennent toutes les mêmes décisions au même moment. Ça vous a pas perturbé? Ça vous perturbe pas que Emmanuel Macron dise un truc, que 3 jours plus tard, 4 jours plus tard... Donc il y a un gouvernement mondial. Je ne pense pas qu'il y ait de gouvernement mondial. Je pense que vous avez une influence mondiale. C'est pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, les seuls qui soient capables, il faut toujours trouver un dénominateur commun. L'impulsion. Il faut trouver un point commun. Le point commun, c'est simple. Il y en a 2. Il y a l'industrie pharmaceutique d'un côté, qui a intérêt à ce que ces produits se vendent. Je ne dis pas que ces produits sont pourris. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'incontestablement, j'espère ne pas trahir de secret en disant que l'industrie pharmaceutique elle a intérêt à vendre. C'est-à-dire que le président de Pfizer a plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron. Et je pense que le président de Pfizer a plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron parce que c'est lui qui détient la solution, en tout cas le pense-t-on, de la crise entre ses mains. Et que donc c'est lui qui impose l'agenda, d'un côté. De l'autre, vous avez quand même une particularité et un point commun, qui sont les fameux cabinets de consulting dont McKinsey
fait évidemment partie, mais qui ont pris le pouvoir, en fait. Mais ça, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on sait, si vous regardez, il y a même une commission d'enquête d'ailleurs maintenant à l'Assemblée nationale, sur le poids, finalement, des cabinets de consulting, des cabinets de lobbying dans cette crise. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez 2 lobbyistes de l'industrie pharmaceutique par membre du Congrès. Vous savez que finalement, je crois que c'est 20 millions de dollars qui ont été donnés à la campagne en 2016 d'Hillary Clinton et de Donald Trump. Vous avez une industrie pharmaceutique qui arrose et qui arrose ouvertement. C'est un fait, si vous voulez. Ça ne veut pas dire pour autant, entendons-nous bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et jamais vous me ferez dire que l'industrie pharmaceutique a un dessein mondial de tuer des gens. C'est jamais ce que je dirais. Je fais ce métier depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas le cas. Mais je dis que dans l'industrie, il y a le bon grain et l'ivraie qui se mêlent. Et que, incontestablement, dans cette crise, peut-être sont-ils réellement convaincus que le vaccin sauvera des vies, encore que j'en doute. Je pense surtout qu'un scandale sanitaire naît quand on ne voit que le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est le syndrome de la baguette magique. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gouvernants sont tellement empêtrés dans une absence de culture de santé publique et ne savent plus quoi faire, que vous avez donc un agenda qui est dicté par des cabinets de consulting et par des cabinets, effectivement, pas par les entreprises pharmaceutiques. Pfizer, c'est pas anodin si aujourd'hui le numéro 2 de chez Pfizer vient de chez McKinsey. C'est pas anodin. C'est pas anodin si vous avez à la FDA une surreprésentation de McKinsey. C'est pas anodin si McKinsey dirige aujourd'hui la campagne de vaccination sans qu'on sache très bien ce qu'ils font d'ailleurs. Je veux dire, c'est vous avez l'air. C'est très ingrat ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, politiquement. On a fait un procès des grands fonctionnaires. On a fait un procès des hauts fonctionnaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les hauts fonctionnaires n'ont plus le pouvoir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus le pouvoir. Alors c'est vrai en matière de santé, c'est vrai en plein de matières. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les cabinets privés qu'on vient chercher à prix d'or et à la rescousse. Et c'est eux qui font le monde. C'est pas du complotisme que de dire ça. C'est la vérité scientifique au sens de sciences sociales. Alors je vais poser la question différemment, là on rentre dans le dur de la campagne présidentielle, bien qu'il ne se soit toujours pas déclaré candidat, mais c'est un secret de polichinelle qui va évidemment sans doute le faire. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron s'est servi de cette crise sanitaire pour peut-être redorer son blason après la crise des Gilets jaunes ? Évidemment, si vous voulez. Mais tout le monde a fait ça. Les gouvernants, si vous voulez, ils ont fait quelque chose de... ils ont compris quelque chose, c'est qu'il fallait que... Si vous voulez, la liberté ne va jamais de soi, cher ami, au sens où effectivement la liberté, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur la liberté, politiquement. Pourquoi c'est pas vendeur la liberté politiquement ? Parce que la liberté, elle est risquée. Que si vous vous plantez, vous vous plantez, quoi. Vous savez, j'ai un grand paradoxe que les gens comprennent pas. J'ai toujours dit, si j'étais au pouvoir, j'imposerais la vaccination. Si demain matin, je suis ministre de la Santé, j'impose la vaccination. Vous voyez, jusque-là. Parce que politiquement, ça ne veut pas dire que c'est une bonne mesure. Mais ça veut dire qu'avec les strates politiques qui sont les nôtres, les outils politiques qui sont les nôtres, et les cultures politiques qui sont les nôtres, eh bien, en fait, si je me trompe en vaccinant des gens, c'est pas grave, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Si je me trompe en ne vaccinant pas des gens et que je remplis mes réas, là, alors là, politiquement, je risque gros quand même. Et donc, si vous voulez, oui, Emmanuel Macron se sert... de précaution, quoi. Oui, d'une certaine façon, mais je donne aux gens ce qu'ils veulent. De la sécurité, je suis élu sur ce que les gens veulent. Ils veulent du confort et de la sécurité, ils veulent pas de la liberté. C'est pour ça que le pass sanitaire est très dangereux. Parce que, en fait, ce que les gens veulent, c'est du confort et de la sécurité. La liberté, ils s'en fichent, ça vient après, la liberté. Quand même, hein, Florian Philippot, on l'avait reçu d'ailleurs sur ce plateau, dans cette émission. Est-ce que vous pensez, comme lui, il nous avait confié qu'il constatait que les gens avaient en partie démissionné en la matière, en matière de réveil sur le sujet de cette C'est parce que c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'effectivement, mais bien sûr, parce que je vous dis que d'abord, on a fait peur aux gens. Est-ce que vous pensez que le peuple de France peut encore se réveiller ? Non. Mais non, c'est trop tard, parce que... Enfin, j'exagère, mais j'en sais rien, en fait, je dis ça. En philosophie politique, on vous dit un truc, c'est qu'il faut... J'aime bien cette allusion, je sais pas de qui elle est. Il dit, effectivement, il faut se méfier des peuples qui dorment, parce que c'est un peu comme les cancers qui évoluent à bas bruit. C'est-à-dire que le cancer qui évolue à bas bruit, il ne se passe rien pendant des années, puis à un moment donné, ça flambe, quoi. Et vous dites qu'il est mort en 3 mois. Ben non, c'est pas qu'il est mort en 3 mois, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est là, on n'avait pas vu avant, parce que ça évolue à bas bruit. Et il y avait cette comparaison assez dure où il disait, les peuples, c'est pareil, il faut se méfier des peuples qui dorment, parce qu'on peut les réveiller à tout moment. Et que quand ils se réveillent, on ne maîtrise plus rien. Alors, je ne sais pas s'il a raison, mais c'est un risque, en tout cas. Et justement, vous considérez quoi, que c'est une soumission collective, c'est ça ? C'est une bonne question. Je considère qu'on n'aime pas la liberté. Je
Je considère qu'on n'aime pas la liberté c'est chiant. Pardon de prendre cet exemple, mais c'est le cheval au box, je l'ai déjà dit, c'est le cheval au box. Pourquoi, je suis cavalier, pourquoi les chevaux aiment le box? Pourquoi le cheval ne vient pas taper dans la porte du box pour le défoncer, mis à part le mien, mis à part un des miens. Mais, il doit partir en tous les sens, le vôtre. Parce qu'il le fait juste pour m'emmerder, mais, surtout, mais pourquoi quand vous mettez un cheval au pré, c'est son énergie naturelle. Quand il pleut, approchez-vous du pré. Il revient à la porte pour que vous l'emmeniez au box. Parce qu'il a compris quelque chose. Faut pas passer derrière lui non plus. Hein. Ouais, il a surtout compris que le confort, c'est mieux que la liberté. Il l'a compris intuitivement. C'est le conditionnement, en fait. Nous, on en est là, c'est le conditionnement. C'est pour ça que le pass sanitaire est trop dangereux. Je le redis, c'est pour ça que ça me pose un problème, le pass sanitaire. Parce allons jusqu'au bout de la logique de ce que vous dites, Fabrice Divisio. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'État français est devenu un régime autoritaire? Ça, je crois l'avoir déjà dit. Donc, j'ai même dit que c'était un régime tyrannique. Mais c'est quoi la tyrannie, au fond? C'est quoi la tyrannie? La tyrannie, c'est quand même, là aussi, je ne veux pas faire le faux indigné, mais vous avez conscience des mots que vous employez, vous êtes avocat. Je suis désolé, je vais vous le définir. La tyrannie, c'est une concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne ou d'une assemblée. C'est-à-dire, effectivement, légitimement élu, au demeurant, en l'occurrence. C'est pas ce que je dis. Je dis ici, qui prend les décisions? Enfin, en général, un tyran, il est rarement. C'est pas vrai. Qui prend la décision ici? Je vous pose la question. Qui prend la décision de la crise? Ça se décide où? Réellement, je veux dire, le pass sanitaire. Ça se décide où? Ça se décide au Conseil de défense. C'est là que ça se décide. Sinon, pourquoi il y aurait un Conseil de défense? Pourquoi est-ce qu'on rendrait secret les délibérations du Conseil de défense? Vous voyez bien qu'il y a un problème. D'un côté, on me dit, mais non, le Parlement ratifie. Mais on sait bien que le Parlement, d'abord, c'est pas tout à fait vrai, puisque l'opposition, on voit bien qu'effectivement, quand un texte est rejeté, on le fait revoter, pour être sûr qu'il est dans le sens de la majorité. Donc on a quand même instauré ce principe au terme duquel on fait revoter un texte qui ne convient pas à la majorité, et on vient me dire que c'est pas une tyrannie. J'ai un secret défense sous toutes les mesures prises sur le Conseil sanitaire, enfin Conseil de défense, j'ai un conseil scientifique dont on ignore toujours quelle est sa légitimité, et j'ai une assemblée qui revote ce qui ne lui plaît pas. Et tandis qu'effectivement, ce qui définit la tyrannie, c'est le souci de la fin, sans effectivement se soucier de la proportionnalité des moyens. Le tyran, lui, ce qu'il veut, c'est faire régner l'ordre public, pour votre bien. Ce qu'il veut, c'est faire régner la santé publique, pour votre bien. C'est la Chine. La Chine, elle a décidé qu'à partir de maintenant, quand vous arriviez chez elle, vous seriez mis en quarantaine 14 jours, c'est comme ça, c'est pas autrement, et fin de l'histoire. Un vaste sujet, ça, justement, parce que la liberté, c'est plus important que la santé, selon vous? Il n'y a rien de plus important que la liberté. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ce qui caractérise l'homme. L'homme, il est d'abord... S'il n'y a plus de santé, il n'y a plus de liberté. Non, vous vous trompez. L'homme, il se définit d'abord comme un animal raisonnable. C'est Aristote. Là, il n'y a pas de raison sans liberté. Ce qui fait qu'il y a de la raison, c'est qu'il y a une liberté. Si vous avez une altération de la liberté, c'est que vous avez une altération du discernement, et donc vous êtes effectivement considéré comme malade. C'est ce qui fait, en droit, que les malades, l'abolition du discernement. C'est pour ça que c'est très important, les expertises sur des actes, y compris odieux. Vous avez parfois des actes odieux qui sont commis par des gens. Mais la justice considère que là, la raison est abolie. Que tout à coup, il y a une espèce d'accident au sens philosophique, que celui-ci, qui est un animal raisonnable, pour des raisons pathologiques, est dépourvu de raison et donc de liberté. Il n'y a pas de santé sans liberté. Il n'y a pas de société sans liberté. Ça n'existe pas, puisque précisément ce qui définit sa société, c'est la destinée commune. Or, il n'y a pas de destinée commune sans liberté. Il n'y a pas de famille sans liberté. Il n'y a pas d'église sans liberté. Il n'y a pas d'école sans liberté. Il n'y a même pas de journalisme sans liberté. Vous voyez bien que on pourrait vous dire, mais ce qui est important, c'est l'information. Parce que poussons le débat jusqu'à son terme en 10 secondes. C'est ce qu'on a fait durant un an. On s'est astreint, les journalistes commencent à l'avouer dans certains pays, on s'est astreint à donner une opinion pour ne pas finalement contrecarrer la politique du gouvernement et pour ne pas, susciter la désadhésion, en tout cas l'absence d'adhésion aux mesures. Mais est-ce que c'est le rôle du journalisme de faire ça ? C'est une question intéressante. Est-ce que c'est encore du journalisme quand celui-ci s'auto-prive de sa liberté ? Vous savez, la liberté, elle est corrélée à la vérité. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Je veux dire, ce qui rend libre, c'est la vérité. Et donc, la vérité d'une société, c'est précisément d'être libre.
Sinon, c'est plus une société. Parlons un peu de cette liberté en matière de liberté d'expression. Vous pensez vraiment qu'elle est menacée aujourd'hui en France, la liberté d'expression? Bien sûr qu'elle est menacée. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, en disant on est sur une plateforme qui... voilà. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous voyez bien que finalement YouTube s'est associé au gouvernement français en signant des accords pour lutter contre les fake news. C'est quoi une fake news? Alors, c'est intéressant parce que l'année dernière, vous n'aviez pas le droit de dire certaines choses parce que vous étiez considéré comme complotiste et relayant de fausses informations, mais cette année, vous avez le droit. Donc, qui décide de ce que j'ai le droit de dire? Vous savez, au moment des lois mémorielles, ce qu'on appelait les lois mémorielles sur la Shoah, sur ce que vous voulez, il y a eu des grands débats entre les juristes et les philosophes colossaux de savoir est-ce qu'il faut pénaliser, par exemple, l'antisémitisme. Ça a été une question, les Anglais se sont arrachés la tête pendant des années là-dessus. Ça a été un grand débat, hein, de savoir, moi j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais est-ce qu'il faut combattre une idée ou interdire une idée? En fait, les tenants de la liberté vous diront qu'il faut combattre les opinions, il faut instaurer des espaces de débat, et puis vous avez les autres qui disent, ouais, mais non, on a une limite, c'est qu'à un moment donné, il faut effectivement avoir une vérité officielle, parce que si on n'a pas de vérité officielle, du coup c'est dangereux, parce que tout se vaut. Mais en même temps, on est une société schizophrène. Parce qu'on est dans une société du relativisme. Je rappelle quand même qu'on érige Sartre en modèle. Jean-Paul Sartre, c'est quand même le héros du relativisme, où tout se vaut. Donc on a, pendant des années, enseigné à la fac Sartre, mais aujourd'hui, on vous explique que tout ne se vaut pas. On est dans une société où on peut être un homme ou une femme en fonction de notre volonté. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. La liberté, c'est de faire ce que je veux quand je veux, mon choix, mon corps. Mais de l'autre, maintenant, voilà qu'on a une parole officielle. On est dans une société de schizophrènes. Les accusations de complotisme qui touchent notamment ceux qui, justement, s'opposent au vaccin, au pass sanitaire, vous en pensez quoi? Moi, j'ai fait mon coming out. Je suis officiellement complotiste. Ça y est. Ouais. Ce que je disais, j'avais une formule, je disais, je suis pas complotiste, mais je suis pas con non plus. Maintenant, je dis, je suis pas complotiste et en plus, je suis pas con. Ou alors, je pourrais me le dire, comme je suis pas con, je suis complotiste. Et qu'être devenu complotiste aujourd'hui, je pense que c'est une marque d'intelligence. Vous voyez? Je pense que, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez croire que tout ça est une espèce de fait du hasard, que finalement, voilà, il y a une coordination... Un hasard. C'est un hasard. Si finalement, on a une vaccination au même endroit, au même moment, partout dans le monde, avec de préférence un seul vaccin, parce que tout à coup, les autres ont été disqualifiés quand même. Bon, c'est un hasard. Mais AstraZeneca a été disqualifié. Johnson, il fallait une seule dose, finalement a été disqualifié. Un président qui vendait ses actions quelques mois avant. Voilà. Mais c'est un hasard. Bon. Mais comme effectivement, le hasard, vous savez, moi je crois en Dieu, donc je suis chrétien, donc le hasard, j'ai un peu de mal. Et donc je crois en Dieu et dans le complot. Aujourd'hui, vous voyez, c'est parce que le hasard, j'ai un peu de mal, donc c'est... Enfin, la religion, c'est aussi croire sans voir. Alors ça, pas tout à fait, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais je veux dire, là encore, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je suis d'abord un métaphysicien, c'est-à-dire que moi, j'ai d'abord effectivement travaillé pendant des années sur la connaissance rationnelle de Dieu chez Aristote. Et Aristote est arrivé à Dieu par la raison. Donc dire qu'on oppose la raison et la foi, c'est pas possible. La raison et la foi se rencontrent, je veux dire, et c'est une erreur, la foi sans la raison, ça s'appelle une secte. Je veux dire, et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que l'État vous dit « fais-moi confiance ». Non, on a instauré une nouvelle religion, c'est vrai. Croire sans voir, effectivement, ça s'appelle la vaccination. Bravo, vous avez défini ce qu'est une nouvelle religion. Maintenant, quand on vous dit « non mais attendez, il y a quand même des effets secondaires », non. Ah, il n'y a pas d'effets secondaires, non. Aucun, non. Ah. Donc on a, pour la première fois au monde, dans l'histoire de la médecine, un truc là, où il n'y a aucun effet secondaire. Non. Ok. Et je suis censé gober ça. Oui. Ah, bon, d'accord. Ok, non. Pourquoi? Parce que je suis complotiste. Et que j'aime pas qu'on me prenne pour un con. C'est aussi bête que ça, hein. Je préférerais qu'on vienne me dire, on avait dit sur le plateau de Cyril, je m'étais engueulé assez fort avec tout le monde, quand on était venu dire, mais Israël revit. J'ai dit, enfin les copains, vous vous calmez là? Israël revit. Les mecs, ils ont vacciné depuis 2 semaines. Ils en sont à leur 4e dose. Oui, c'est ça. Ils ont vacciné depuis 2 semaines. Et ils vous expliquent qu'ils retirent le masque à l'extérieur. Tout ça pour ça valait le coup, tiens. Je dis, ouais, vous êtes un anti-vax. Non, pas du tout. Je dis, attendons de voir et on verra. Attendons de voir. Mais c'est déjà tout vu. Ah, tout est vu alors. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a instauré, c'est très amusant d'ailleurs, cet État laïque qui a fait de la vaccination un dogme. C'est assez marrant. Pensez qu'on bâillonne les opposants politiques en France? Je pense qu'il n'y a pas de... Non, je pense qu'ils s'auto-bâillonnent tout seuls. Ah oui? Je pense que personne n'a besoin de les bâillonner, je vais vous dire. Ça, bon, pour le coup, c'est le grand... Alors, je vais vous dire, il n'y a aucun problème.
Absolument pas. Il se bâillonne tout seul. Enfin, on vous aide parfois un peu parce que, enfin, pas forcément de la responsabilité de la France, mais la plupart des gens qui nous écoutent le savent peut-être, mais vous aviez une chaîne YouTube et YouTube vous l'avez même plus. pas. YouTube même pas. YouTube Donc, même pas. vous êtes fait supprimer votre chaîne YouTube. Non, mais pas seulement la mienne. Non, mais je ne sais pas Vous êtes fait pourquoi. virer de YouTube, votre Je chaîne me a suis été fait supprimée. virer de YouTube, mais je ne sais pas pourquoi. Un matin, je suis arrivé et j'avais plus de chaîne YouTube. Moi, si vous voulez, je suis quelqu'un de effectivement un peu excessif parfois, c'est sans doute vrai, et je peux largement entendre que parfois on vient de me dire non, attends, t'as déconné, t'as déconné quoi. Ok, admettons, je veux dire, bon, j'accepte pas. Oui, on vous accorde un peu l'asile là. Non mais j'accepte pas. Je veux dire, bon après tout, c'est comme ça. Mais il n'y a pas eu Mais au moins qu'on m'explique, d'alerte quoi. Absolument aucune. Zéro, pas une. Sans pas une, sommation. pas une. Mais la chaîne de mon épouse a été fermée. Mon épouse est réalisatrice. Elle a sa chaîne sur laquelle il n'y a rien. Je ne suis pas concerné. Elle porte le même nom que moi, c'est tout. Voilà, c'est dangereux de vous recevoir. C'est ça, c'est dangereux de me recevoir. Non mais alors, ce qui est marrant, figurez-vous que ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas pourquoi la mienne a été supprimée. Parce que finalement, j'ai découvert plein de chaînes depuis qui disent pire que moi. Pire que... Vous êtes avocat, alors attendez, vous allez quand même pas vous laisser justement traiter comme ça, vous allez essayer de la récupérer. Ah non. Non, parce que précisément. Non, mais là, c'est pas logique. Mais non, c'est pas un problème de logique, c'est un problème de droit. Vous ne pouvez rien faire. Vous acceptez la défaite? Non, j'accepte pas la défaite, mais le droit est ainsi fait que YouTube, c'est YouTube, et que la France, c'est la France, et que le droit français est ainsi fait que, pour plein de raisons, YouTube, effectivement, est maître et fait exactement ce qu'il veut avec qui il veut, sans avoir même à s'en justifier. C'est pareil que Twitter. On considère que c'est privé, en fait. Enfin, c'est quand même sur le territoire français. Ah, ça, c'est le grand débat. Ça, c'est le grand débat. Ça, c'est le grand débat. Mais si vous voulez, c'est pas très grave sur le fond. Moi, j'en fais pas une histoire de ce truc, en fait. Enfin, rétablir la liberté d'expression en France, c'est un combat perdu d'avance. Non, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a plein d'autres plateformes pour s'exprimer si on en a envie. Lesquelles? Vous avez Rumble, vous avez Odyssey. On a reçu la semaine dernière le patron de Getter, vous savez. Ouais, Jason Getter. Miller, ancien par exemple, effectivement, porte-parole de il a Donald fondé Trump. un réseau concurrent à Twitter, c'est pas idiot. Vous croyez que ça peut marcher? J'en sais rien, j'en sais rien, en fait. Il nous dit que c'est cartonne, qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Génial, super, alors je vais y aller, avant que je me fasse virer de Twitter. Mais c'est vrai que c'est un énorme problème, YouTube par exemple. Moi je m'en fous un peu parce que finalement j'y ai perdu quoi l'un dans l'autre. Vous avez eu des soutiens de la part de vos confrères J'en ai quand vous quelques-uns, avez oui, mais des peu. censures comme celle-ci? Non, ça non, quasiment pas. Non. Vous vous sentez seul ou isolé dans votre profession, justement par rapport à vos prises d'opposition, notamment sur le sujet de la Covid-19 on imagine Je me sens minoritaire en tout cas. Oui, minoritaire. Je me sens minoritaire, ça c'est certain. Et à l'inverse, soutenu par peut-être quelques confrères que vous oui, n'imaginez pas vous soutenir. Est-ce que vous avez des surprises ou pas tant que ça? Non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non, mais si vous voulez, ce qui est amusant dans cette histoire, le grand paradoxe de cette histoire, si vous voulez, c'est que moi je ne suis pas affecté par les mesures du Covid. Aucune. Aucune m'a affecté. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de ne pas être malade d'abord. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. D'abord, j'ai eu la chance de ne pas être malade, si, je crois que je l'ai eu d'ailleurs, en fait. Il faut que je fasse mon test séro, parce que c'était une époque où on ne testait pas. Peut-être tu sens le savoir, comme la religion. C'est ce que il faut que je fasse un test séro, en fait. Mais le truc, c'est que... d'abord, premier point, et puis deuxième point, si vous voulez... Moi, je ne suis pas affecté par les mesures restrictives de liberté. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, quoi? Tout à l'heure, je vous ai donné mes revenus. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse avec un niveau de revenu comme celui-là? Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Je veux dire, là, en Italie, ils ont empêché les transports en commun, par exemple. Eh ben, c'est pas grave. S'ils empêchent les transports en commun non vaccinés, eh ben, je prendrai la voiture. Ouais, vous avez les moyens pour ça. Mais c'est ça. Mais c'est là où je vous dis. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une discrimination profonde. Et c'est pour ça que je me bats. Je me bats pas pour moi, en fait. C'est pour ça que je vous dis ce que ça me rapporte, en fait. Mis à part des ennuis, je sais pas trop bien. Non, mais à un moment donné, j'ai vraiment mal, si vous voulez, pour les gens qui ont tout perdu dans cette crise. Je comprends pas qu'on fasse ça. Je comprends pas qu'on fasse ça. Vous voyez, le pass sanitaire était débile en soi. Mais à la limite, on aurait pu s'en accommoder tant que les tests étaient gratuits. Mais c'est quoi cette volonté de faire payer les tests? Pourquoi? Pourquoi faire mal? Pourquoi avoir cette volonté de faire mal? Je comprends pas. C'est peut-être pour justement inciter les gens à se faire vacciner et arrêter de se faire des tests gratuitement aux frais de la société. Vous imaginez que les personnes vaccinées, donc aujourd'hui, se font tester pour les autres. Comment ça, elles payent pour les autres? Pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et donc qui se font rembourser les tests. Oui. Donc là aussi, il peut y avoir une discrimination. Non, mais là, je me fais l'avocat du diable, vous avez bien compris. Non, cher ami, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui,
vous avez toute une partie de la population qui normalement est protégée, à qui on dit vous êtes protégé, mais qui finalement, comme on n'est pas tellement sûr qu'ils soient protégés, on leur fait la gratuité des tests. Ok. De l'autre, vous avez toute catégorie de la population qui finalement est dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas protégée, qui dit moi, j'accepte l'idée de protéger les autres en me faisant tester régulièrement, mais on les punit de le faire. Et ça, c'est de la santé publique. Bah, c'est une manière d'imposer la vaccination. Et à quelle fin ? Parce qu'il est là le problème, si vous voulez. C'est là où je vous dis qu'on n'en sortira pas de cette crise. Si votre vaccin empêchait la transmission... C'est le fameux en même temps, d'Emmanuel Macron peut-être. Oui, mais c'est là le problème. Si votre vaccin empêchait la transmission réellement, je veux dire, il n'y aurait pas de débat. La mesure pourrait trouver quelques fondements, on pourrait en débattre tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où votre vaccin n'empêche pas la transmission, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on assiste à un paradoxe, c'est que si vous êtes vacciné depuis plus de 3 mois, vous avez un avantage qui, moi, effectivement, m'est refusé. Je me soumets à un test de 72 heures et le Conseil d'État m'explique « Ah ouais, mais entre 72 et maintenant, tu n'as plus de contaminé. » Oui, mais lui, ça fait 3 mois qu'il est possiblement contaminant. Oui, mais lui, c'est pas grave parce que c'est un mec bien. On est sur de l'idéologie. Or, je vous garantis que la santé publique et l'idéologie, ça fait pas bon ménage. Je vous garantis que l'immigration et l'idéologie, ça fait pas bon ménage. Je vous garantis que, d'une manière générale, l'ordre public, la sécurité et l'idéologie, c'est pas bon ménage. Or, nous sommes dans une société d'idéologues. Alors, ça tombe bien, on va changer un tout petit peu de sujet, mais on va quand même rester dans le champ politique. On va parler de cette partie de vous, l'homme politique, Fabrice Divisio. Merci encore une fois de nous accorder ce long entretien. C'est un peu le cas de Noël, des incorrectibles. Vous avez annoncé il y a quelques semaines, donc vous m'en avez donc reparlé tout à l'heure, que vous envisagez de vous lancer aux élections législatives. Vous allez donc devenir un homme politique, bien qu'on puisse parfois considérer que vous l'êtes déjà, étant donné vos prises de position. Je voudrais d'abord revenir sur ce parcours politique. Vous avez rejoint dans les années 2000, c'était vous me dites si je me trompe, le parti de Christine Boutin, le Forum des Républicains Sociaux que vous avez quitté en 2007. Alors d'abord, j'aimerais bien savoir quel était le sens de cet engagement, ce qu'il vous en reste, et d'ailleurs ce qui reste de Christine Boutin. Ça, pas grand-chose. Mais si, il reste... Vous avez été nouvelle soutien Éric Zemmour. Alors Christine Boutin, c'est très drôle parce que... On l'a vu au premier rang du Ouais. Et puis alors, je trouve ça très drôle, la politique, c'est très drôle, en fait, la politique, en fait. Parce que Christine Boutin ne se souvient pas de moi, elle a dit à la presse que non, elle ne se souvenait pas de moi. Et Jean-Frédéric Poisson non plus. J'ai quand même été secrétaire national de ce parti, au moins ça va, j'aurais marqué les esprits, c'est pas mal. Vous n'étiez pas, touche pas à mon poste à l'époque. C'est ça, mais c'est pas grave, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'en retiens, moi je trouvais que Christine Boutin, elle avait quelque chose d'assez beau, pour le coup, c'est une vraie conviction. Quoi, sur le mariage gay, la PMA, indépendamment la de ça, si vous voulez, indépendamment de ça, ce qui me plaisait, c'est que c'était quelqu'un. J'aime ces gens de conviction, si vous voulez. J'aime ces gens. Mais vous étiez d'accord avec elle sur tous ces sujets ? J'étais d'accord sur beaucoup de choses, ouais. J'étais sur le mariage homosexuel complètement, ouais, sur la GPA à 200%, ouais, absolument, ouais. Et je continue de l'être d'ailleurs. Hein. Et pas changé d'un poil. Mais ça, au moins, on peut reconnaître ça. Changer, en fait. Hein. Ouais. J'ai une constance en général. Hein. Le mec, quand il fait une connerie, il la fait jusqu'au bout. Mais dire le truc, non, je réfléchis mes positions quand même avant. Et oui, incontestablement, j'ai trouvé chez Jean-Frédéric Poisson un homme qui est un peu l'antithèse du politique. Lui aussi soutient Éric Zemmour. Christine Boutin. Ça, c'est un autre problème après. Ça, je vais vous en parler. Vous allez soutenir Éric Zemmour ? Non. Ça, je vais vous en parler après, dans un instant. Ça, je comprends pas. Mais ça, c'est moi. Jean-Frédéric Poisson, c'était l'antithèse de l'homme politique. C'est un homme c'est-à-dire, en fait, c'est un philosophe d'abord, un homme droit, profondément droit. J'ai rencontré un homme d'une droiture exceptionnelle. C'est un homme bon et un homme intègre. Il y en a suffisamment peu pour qu'on le relève quand on les voit. On les voit, quoi. Et Jean-Frédéric Poisson, c'est vraiment un homme profondément intègre, en fait. C'est un homme qui, je crois, pourrait vraiment être un modèle pour beaucoup de monde. On parlait de modèle tout à l'heure. Il n'est pas forcément le mien, parce qu'on ne se connaît pas suffisamment, mais je pense qu'il pourrait l'être pour beaucoup de monde, par son intégrité. En fait, c'est un homme d'une intégrité morale remarquable, et d'une intelligence remarquable. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait émerger des Jean-Frédéric Poisson dans le paysage politique à un poste quelconque, j'en sais rien quoi en fait, mais c'est un homme qui réfléchit en fait. Après je suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est pas grave. Enfin, qu'il est peut-être pas émergé tout seul.
Peut-être. Pas forcément tout le temps les autres qui doivent faire. Bien sûr, vous avez raison. Je comprends pas. Il a été candidat quand même à la Oui, non, présidentielle. peut-être. Mais je veux dire, je pense que c'est quelqu'un, il a été député, je pense qu'il a vraiment laissé une marque en tant que député, parce que c'est un travailleur acharné, et c'est un homme, je le redis, vraiment profondément intègre, et je pense que c'est un homme d'une rare intelligence. Pourquoi son soutien à Éric Zemmour vous choque? C'est pas qu'il me choque, c'est que je m'y retrouve pas, en fait. C'est tout. C'est que moi, je suis chrétien d'abord. Ce qui me définit d'abord, je n'irai pas l'habitude de jouer, moi. Je suis profondément... moi, je suis profondément chrétien. Tout ce qui fait... Enfin, voilà, c'est ce que je suis, quoi, d'abord. Mais pardon, je ne veux pas le rapport là avec Éric Zemmour. J'y viens. Je suis chrétien et je ne comprends pas comment, en tant que chrétien, on peut soutenir Éric Zemmour à ce point. Je veux dire, je suis pas sûr de comprendre, c'est tout. Moi, j'ai un problème avec ma conscience. Mais pourquoi ? Mais parce que je trouve que les positions qu'il tient sur l'immigration, par exemple, et la façon dont il apporte le débat, je ne me retrouve pas dans celle-ci, si vous voulez. Je trouve que moi, je ne suis pas à la recherche d'un héritage chrétien de la France. Qu'est-ce qu'il en sait de l'héritage chrétien de la France ? Qui est-il pour parler de l'héritage chrétien ? Être chrétien, c'est pas un héritage. Être chrétien, c'est d'abord, je veux dire, quelque chose qui vous fait vivre dans ce que vous êtes, d'être un amoureux du Christ avant d'être finalement une idéologie. Je n'aime pas qu'on fasse, je n'aime pas qu'on fasse de ma foi, de ce qui me fait vivre, de l'amour de ma vie, une espèce de doctrine politique. J'aime pas qu'on se serve du Christ comme doctrine politique. C'est ça mon problème, si vous voulez. Ensuite, cette histoire, moi je ne comprends pas, enfin, cette histoire des prénoms français, par exemple, d'Éric Zemmour. J'espère que tout ça n'est pas sérieux et qu'au fond c'est juste histoire de faire du buzz, on parlait du buzz tout à l'heure, que c'est faire monter une mayonnaise, j'ai envie de dire. Parce que si c'est pas le cas, je suis quand même très inquiet, si vous voulez. Je suis très inquiet qu'aujourd'hui, on considère que le problème de la France, c'est les prénoms étrangers. Et j'avais posé la question à Jean Messia d'ailleurs. J'ai dit, Maria, ça vous choque ? On a reçu d'ailleurs. Et ça vous choque, Maria ? Bon, il m'avait avoué que oui, non mais c'est Marie. Mais donc, pas ma question, Maria, ça vous choque ? Il était mal à l'aise, parce qu'on sait très bien que c'est pas Maria qui le choque, que c'est Rachid qui le choque. Bon, on le sait. Ben, vous voyez, ça me perturbe, en fait, pour le coup. Et c'est très drôle, parce que moi, je suis chroniqueur, en fait, sur Beurre FM. Et en fait, je veux pas, si vous voulez... Après, pareil, je suis pas d'accord sur Éric Zemmour sur un point. Lui veut manifestement que la religion, que le signe religieux reste dans l'espace privé, là où moi je suis pour qu'il soit au contraire public, visible. La religion, c'est pas un gros mot. On est dans un pays laïque quand même, Fabrice. Mais ça veut rien dire la laïcité. On est dans un pays où justement parce qu'on est laïque, chacun doit pouvoir librement exprimer sa foi dans le respect de celle du voisin. Mais que si vous faites déjà de la foi de l'autre, de la foi tout court, une espèce de problème en soi, bah c'est un problème. Vous savez, si je vous donne un exemple qui m'a choqué, journaliste qui, bon, je me présente dans le 93, qui est chez moi, enfin là où j'ai vécu toute ma vie, et où j'ai encore des attaches, et un journaliste m'a dit... Sous quelle étiquette ? Je n'ai pas d'étiquette, enfin, je ne suis pas un QR code. Le truc, c'est que journaliste me dit, bon, et vous allez donc parler du problème de l'islam ? Mais excusez-moi, mais le problème de l'islam, mais ah bon ? Mais je pensais que l'islam était une religion, avant d'être un problème. Du coup, enfin bon, faites pas du sophisme, quoi. Faites pas du sophisme, mais enfin, pourquoi c'est pas une religion ? Je dis, mais si, mais enfin, vous savez bien qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes ou elle est un problème ? Je dis, oui, mais enfin, le terrorisme. Et donc, le terrorisme communiste, c'est un problème ? Le communisme est un problème ? Ou c'est le terrorisme qui est un problème ? Il est mieux le terrorisme communiste que le terrorisme islamique ? Je voudrais savoir, juste pour savoir. Bien. Là, je l'ai perdu, mais c'est là où je l'ai perdu. Mais je veux dire, il m'a dit, ouais, bon, on peut pas discuter avec vous. Ok. Mais, si vous voulez, je trouve que les positions d'Éric Zemmour, d'abord, je comprends pas la différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Je suis pas sûr de comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir en débat, autrement qu'en 10 minutes. Et a priori, ça va se faire. Parce avec Marine Le Pen ? Non, avec Éric Zemmour. Ça va se faire parce que... Ah oui, vous voulez dire l'avoir en débattre avec Éric Zemmour. L'avoir vous en débat. Oui, c'est ça, l'avoir. L'apostrophe. Mais j'aimerais bien voir j'aimerais lui poser la question de ce qui les différencie. Aujourd'hui, je pense que Jean-Frédéric Poisson, si vous voulez, ce soutien à Éric Zemmour me pose un problème parce que je ne sais pas pourquoi, probablement pour des raisons électorales, j'en sais rien, Jean-Frédéric Poisson a fait de l'islam une espèce de cheval de bataille, une espèce de
J'ai le sentiment, sur le plan politique, qu'il en a fait une espèce d'un peu... Enfin, le grand remplacement, on en a parlé beaucoup, c'est un terme qui vous choque? Je ne sais pas ce que c'est, moi, c'est des mots tout ça, si vous voulez. Le grand remplacement, mais on a ça veut dire quoi, le grand remplacement? Enfin, ils ne sont pas venus nous envir par la force. Non, mais c'est la question que je pose. Est-ce que ça vous a choqué qu'Éric Zemmour emploie ce terme? Mais c'est des mots. Moi, je ne peux pas être choqué. Je suis l'homme je choque tout le monde. Alors, c'est pas moi qui vais être choqué par quelqu'un qui cherche à choquer. Mais il cherche à choquer par là, c'est incontestablement. Ça veut dire que ça n'est pas fondé? Non, ça n'est pas fondé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut prendre le problème différemment. Regardez en Italie, par exemple. En Italie, en 2020, vous avez eu une baisse drastique de la natalité comme jamais on l'a connue, dans un pays qui, quand même, déjà souffre beaucoup. Peut-être qu'il faut s'intéresser à ça comme problème. Il faut peut-être qu'à un moment donné, si on considère que la natalité est importante, de se donner les moyens d'avoir une vraie politique familiale. Et si vous voulez, ce que je ne comprends pas, moi, c'est comment un Jean-Frédéric Poisson peut aujourd'hui rejoindre Éric Zemmour sur la question, effectivement, de l'islam. Enfin, il se rejoint sur la question de l'islam. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je peux pas mais ça, c'est ma conscience à moi. Je ne peux pas, en tant que chrétien, venir faire de l'autre une catégorie d'autre, tout entière, une forme d'ennemi qui viendrait me mettre en danger. Non, je considère, moi, qu'au fond, c'est peut-être moi qui suis en défaut, en ce que, si, à supposer que ce soit le cas, l'islam est un problème, je ne le crois pas, mais si c'est un problème, eh bien alors, c'est peut-être à moi de trouver le moyen politiquement d'en faire une solution et pas un problème. Moi, je considère, paradoxalement, au risque de choquer, que là où Éric Zemmour se trompe, c'est que l'islam n'est pas un problème, il est un symptôme, un signe et une solution, qu'il nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est qu'au fond, je le redis, la religion est ce qui fait vivre des millions de personnes. Et que donc, vous ne pouvez pas demander à des millions de personnes de renier ce qu'elles sont. Or, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux gens. Ça, on a vu que ça ne marchait pas. Ça marche pas. Pourquoi chez les catholiques, par exemple, les vocations sacerdotales, elles sont principalement dans les communautés traditionnalistes, dans des communautés... Elles sont en chute libre. Elles sont en chute libre, sauf dans ces communautés. Ces communautés réussissent encore à avoir des vocations. Elles sont pourtant caricaturées. C'est des prêtres en soutane, c'est des prêtres en col romain. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être que l'homme, il essaie, c'est Malraux qui avait dit effectivement le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Alors, on a beaucoup débattu, pour savoir si c'était religieux ou spirituel, mais il a dit sera spirituel ou ne sera pas. C'est un peu vrai. On essaye de nier la religion de l'homme. On essaye de lier le fait que l'homme est profondément transcendantal. Et on dit c'est pas le problème de la République. Et si ça le devenait? Et si ça devenait le problème de l'État que celui de la transcendance? On voit bien que dans cette crise, on manque d'espérance. On voit bien que fondamentalement, la foi de l'homme, elle n'est pas accessoire, mais elle caractérise tout ce qu'il est et qu'elle l'aide à surmonter les épreuves de la vie. Qu'est-ce qu'on offre comme espérance au bon peuple de France? Un vaccin qu'on érige en nouveau Dieu. Mais ça marche pas. Le vaccin est un outil. Et je ne dis pas qu'il est inefficace, je dis que c'est un outil qu'il faut le prendre comme tel. Sauf que comme vous n'avez plus aucun repère, vous l'avez déifié. Du coup, ça ne marche pas et vous créez des frustrations, des déceptions, de la colère. Alors qu'au fond, l'homme à jamais ne pourra mettre son espérance qu'en Dieu seul. On le fait ce qu'on veut. Mais depuis la nuit des temps, on sait que l'homme est un animal religieux. On sait que fondamentalement, l'homme est un être profondément attaché au divin. C'est comme ça. Or, on veut l'exclure du champ social. Ça ne marche pas. Et moi, je suis celui qui vous dit ça ne marche pas. Et moi, je vous dis, ce que je suis d'abord, c'est chrétien. Je suis quelqu'un qui a rencontré... Je ne suis pas un religieux. Je suis quelqu'un qui... Vous savez, il y a deux choses. Dans ma vie, j'ai fait deux rencontres fondamentales desquelles procèdent toutes les autres. J'ai fait la rencontre du Christ, amour de ma vie, premier amour de ma vie, et j'ai fait la rencontre de l'autre amour de ma vie, qui est mon épouse, qui est visage du Christ chaque jour pour moi, qui est mon épouse, et en fait, de ces deux rencontres-là procèdent toutes les autres. Mais quelle désespérance d'un peuple qui n'est plus capable de voir dans l'autre le visage d'une transcendance, le visage de cet amour qui dépasse nos limites. C'est dur quand même. Je suis désolé, mais ça, c'est de la politique, quoi. C'est vraiment intéressant de vous écouter parler de religion, en plus au lendemain de Noël, donc c'était vraiment pas prévu initialement de parler de ça, mais on connaît donc votre sensibilité à présent, catholique, chrétienne, comme Christine Boutin. Est-ce que ça a inspiré vos combats?
Je Ou sais est-ce que pas. vraiment vous Je avez sais fait la pas. part des choses? Non, non. Est-ce que non, vous non, allez, non. pardon de vous poser cette question, est-ce que vous allez régulièrement à la messe? Est-ce que vous Non, accepterez mais de moi, me répondre là-dessus? Alors, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez. Est-ce que les chrétiens, les catholiques auront un rôle à jouer à l'avenir? Moi, je pense que, si vous voulez, j'ai fait pendant tout le temps de l'Avent, qui s'est terminé, j'ai fait des conférences de l'Avent. Toutes les semaines sur Twitch, j'ai fait des conférences de l'Avent. Et alors, ma grande surprise, mais vraiment, hein, je veux dire, ces conférences, elles ont été vues parfois jusqu'à 10, 12 000, 13 000, 14 000 fois. Alors, j'en fais aucune publicité, quoi. C'est donc à un moment, si vous voulez, ce que les gens ressentent, et j'espère en tout cas, c'est que je mens pas. Je cherche pas à faire de ma foi le cheval de bataille de quoi que ce soit, moi. Ce que je suis d'abord, c'est un amoureux. Je suis amoureux du Christ et je suis tellement amoureux de ma femme. Je veux dire, de l'amour de ma vie, en fait. Et en fait, si vous voulez, oui, je vais à la messe régulièrement, mais j'aime même pas dire ça comme ça. Je vais à la rencontre de celui sans qui je ne suis rien, en fait. Dans ma vie, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est compliqué à expliquer, mais je suis aimé de Dieu. Je crois que vous imaginez pas ce que ça représente, d'être aimé, de se savoir aimé. Aimé au-delà de toutes nos failles, de toutes nos faiblesses. Aimé au-delà de toutes les accusations de notre cœur propre. De tout à coup savoir qu'on est aimé et qu'on est non seulement aimé, mais qu'on est comme, j'ai envie de dire, oui, pardonné. Vous savez, pardonner, c'est par-delà le don. Et donc, moi, je n'aime rien de plus que mon Église, en fait. Je n'aime rien de plus que cette Église pauvre, que cette Église qui me saoule, mais qui me saoule tellement parfois avec ses positions compliquées, avec ses traîtrises, avec ses lâchetés. Mais cette Église qui finalement, avec ses mains nues, vient vous donner le Christ, avec ses mains nues, avec toute sa pauvreté, vient vous enrichir de la richesse même, de la richesse ultime quelque part. C'est compliqué parce que c'est un peu... Ce que je disais dans une de mes frères conférences, que je redis ici, moi je cherche à rien m'imposer en fait, rien du tout. Mais en même temps, je suis... Enfin, vous voyez, on a de l'argent, c'est comme ça, de la chance, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a partagé. On a ouvert une cagnotte pour payer les tests PCR de ceux qui ne pouvaient pas se les payer. On aime... Enfin, je partage parce que c'est ce qui fait ma vie, en fait. Et bien, je partage cette richesse insoupçonnée et insoupçonnable qu'est le Christ, et j'ai aucune raison de me cacher, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'Église aujourd'hui? Qu'elle est à la lumière de l'état du monde. Il faut pas effectivement... faut pas être trop dur avec le monde, il faut pas être trop dur avec l'Église. Mon Dieu, l'Église, elle est faite de pauvres pécheurs pardonnés. Je veux dire, mais l'Église, elle est jamais qu'humaine. Enfin, elle n'est pas qu'humaine d'ailleurs, mais dans son humanité, l'Église est toujours faillible, elle est toujours à la recherche de la vérité. Mais à la fin de la fin, ce qui m'intéresse dans l'Église, c'est qu'au fond, par les mains nues des pauvres prêtres, par les mains nues des pauvres pasteurs, eh bien, le Christ passe, quoi. Vous reconnaissez dans les critiques de certains sur les conséquences du Concile de Vatican II, par exemple? Ah, le Concile Vatican II. J'ai animé une série de conférences sur l'histoire conciliaire, donc je connais ça pas mal. Le Concile Vatican II, c'est le concile de l'âge adulte de l'Église. C'est le concile où il y a la constitution dogmatique Dei Verbum est magnifique, où on vient unir la tradition et l'écriture comme source de la foi. C'est un concile de continuité, le Concile Vatican II. On peut toujours trouver à redire, et c'est bien qu'on trouve à redire. Tant qu'il y aura de la critique, il y aura du progrès. Mais la vérité, c'est que le Concile Vatican II a consacré quelque chose de fondamental, la place du laïc dans l'Église. Aujourd'hui, finalement, on est passé d'une Église cléricale à une Église, finalement, dans laquelle le laïc a toute sa place. Alors, c'est pas encore tout à fait ça, on le voit bien avec la place de la femme, etc. C'est compliqué, mais jamais que l'Église avance au rythme qu'elle peut. Mais elle a fait, sans rien retrancher au mystère et finalement à l'histoire conciliaire, sans rien retrancher à la tradition, au sens de ce qui se transmet comme source de la foi, elle a réussi cet exploit, ce concile a réussi cet exploit, de venir faire une espèce d'aggiornamento, c'était comme ça que c'est défini d'ailleurs, sur la place du laïc, et venir faire un seul corps où il n'y a plus la tête que seraient les clercs et l'espèce de basse-cour
que seraient les laïcs, mais où tout ça forme un seul peuple qui est le peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez des CD vacantistes? Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est ceux qui considèrent que le pape François est hérétique et que le trône de Saint-Pierre est donc vacant. Je pense qu'on l'a toujours dit dans l'histoire et que j'ai quelques griefs personnels à l'égard du pape François parce qu'en termes de sensibilité, c'est pas forcément le pape que je préfère, mais peu importe en réalité, je m'en fiche en soi. Le pape François, il est celui que l'Esprit Saint a choisi, et donc le reste m'intéresse peu en fait. Finalement, les positions du pape sur le vaccin m'agacent, les positions du pape sur certains points de doctrine m'agacent, mais après je lui reconnais une âme profonde de pasteur. Il faut avoir lu, ça m'amuse parce que on est des hommes et je pense. Les prises de position politique du pape vous agacent? Forcément un peu, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. On s'en fout. C'est son rôle? C'est le rôle de l'Église parfois dans le cadre de certaines. J'en sais rien. Moi, je m'intéresse assez peu à ça. Moi, le pape, je l'écoute pas. Je l'écoute effectivement quand il parle en tant que successeur de Pierre et lorsqu'il vient s'intéresser à ma foi. Là, oui, je m'y intéresse. Lorsqu'effectivement il est successeur de Pierre et qu'il vient engager l'Église épouse du Christ, oui, il m'intéresse. Mais quand il parle en tant que chef d'État, il dit ce qu'il veut, je m'en fous. On va arriver bientôt au terme de ce long entretien. Juste revenons un instant à Éric Zemmour, pardon. Mais vous pensez que toutes les religions peuvent cohabiter sur un même territoire, que oui. Catholicisme et islam peuvent cohabiter en paix? Je pense que oui, bien sûr, absolument. Je vous pose cette question parce que certains en doutent aujourd'hui. Moi, je n'en doute absolument pas. Je m'en doute absolument pas. Non, je n'en doute absolument pas. Je pense que, au fond, ce qui empêche que les religions, si vous voulez, ce qui empêche que les religions cohabitent, c'est précisément la laïcité, paradoxalement, conçue comme religion elle-même. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Regardez, j'ai un paradoxe à vous souligner. Regardez le problème de la burqa. C'est intéressant le problème de la burqa. Qu'est-ce qu'on reproche? On a fait une loi. Une loi pour interdire donc la dissimulation du visage dans l'espace public. Bien, mal, très bien, on l'a fait. Pourtant, ça fait 2 ans qu'on est tous masqués. Pourtant, on masque les gens en extérieur en sachant que ça sert à rien. Pourtant, on masque des gamins en cours de récréation. Donc vous voyez bien qu'on a inventé une nouvelle religion. Vous voyez bien qu'en fait, on a arboré les signes d'une nouvelle religion, à part que c'est plus le voile mais le masque. Mais le voile intégral pose un problème à la République, mais le masque n'en pose aucun. Alors évidemment, c'est pour des raisons sanitaires. Non, aucune. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La démonstration a été faite de manière parfaite. Le HCSP l'a dit, que le masque à l'extérieur n'avait aucune utilité. Le masque au demeurant chez les gamins n'a aucune utilité. On le sait. Pourtant, on le fait quand même. Pourquoi? On voit bien qu'à un moment donné, ce que nous refusons aux religions, nous l'accordons nous-mêmes comme religion, depuis la nuit des temps, mais plus particulièrement depuis la Révolution française. Nous avons ce désir de reléguer la religion dans le rang de l'espace privé. Ça marche pas, mais on continue. Mais c'est normal, on est français. Tout ce qui marche pas, on le continue. Et tout ce qui marche, on l'arrête. Sinon, c'est pas drôle. Et ben moi, je vous dis que si vous voulez apporter de la paix sur l'espace public, vous devez effectivement redonner aux religions leur véritable place, qui est une place de redonner. Vous avez besoin des religions. C'est pas les religions qui ont besoin de l'État. C'est l'État qui a besoin des religions. Pour effectivement redonner aux hommes ce que l'État est incapable de fournir, c'est-à-dire de l'espérance. Jamais l'État ne pourra fournir à l'homme l'espérance. Et tant qu'il essaiera de le faire comme il le fait dans cette crise en mentant, il ira de crise en crise, en crise, en crise, et il augmentera les taux de suicide, il augmentera la désespérance. Si vous laissez aux religions, chacune à sa place, le soin d'apporter l'espérance aux hommes, eh ben vous verrez que la cohabitation sera plus facile. On le voit, le clivage droite-gauche en France a été remplacé par le clivage souverainiste, mondialiste. On devine que vous êtes plutôt du camp des souverainistes. Je ne sais pas ce que c'est qu'un souverainiste. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un souverainiste. En gros, vous êtes de droite ou de gauche, Fabrice? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je pense que comme beaucoup de Français, j'en sais rien, je ne suis pas sûr que ça va dire grand-chose. Je suis d'abord profondément attaché à l'homme, moi. Ma richesse, c'est l'homme. Mon premier... Ça paraît complètement insensé de dire ça, mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est la dignité de l'homme. Alors, c'est qui le candidat à la présidentielle qui est, selon vous, le plus attaché à l'homme? C'est tout le problème, c'est que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que tout le monde s'en fout.
C'est tout le problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, en fait, de candidat qui a compris que l'homme n'était pas une variable d'ajustement. Qu'on aime bien catégoriser les gens. On aime bien les musulmans, les chrétiens, les pauvres, les riches, les ouvriers, les intellectuels, mais tout ça doit se rejoindre dans une humanité commune. Et au fond, on n'a plus, si vous voulez, c'est dramatique parce que la politique est devenue une science et plus une philosophie. Vous savez que la philosophie, ça se définit littéralement comme l'amour de la sagesse. Et je crois qu'effectivement, nous ne sommes plus dans la recherche de la sagesse, nous ne sommes plus dans l'amour de la sagesse. Et c'est commun de dire ça, mais ça pose un énorme problème. Parce que quand vous faites ça, du coup, vous perdez de vue une vision globale des choses et vous perdez de vue que l'homme est une entité à part entière, en réalité, qui ne peut pas se limiter à des appartenances politiques, ce que vous voulez. Si on devait définir, je me définis, c'est très compliqué pour moi, parce que je suis évidemment favorable à certains pans du projet de Jean-Luc Mélenchon sur sa vision de la société, notamment sur sa vision de l'espace public. Y compris quand il dit je suis la République. Hein ? Y compris quand il dit je suis la République. Non, évidemment que non. Je veux dire, mais je trouve que, si vous voulez, la France insoumise, j'aime ce mot. J'aime qu'on soit insoumis. On ne peut être qu'unsoumis, en fait, évidemment. Et donc, j'aime cette perspective. Mais l'insoumission, elle est forcément de gauche ? J'en sais rien, en l'occurrence, ça va être gauche. Après, est-ce qu'elle est forcément de gauche ? J'espère que non. Mais en l'occurrence, ça va être gauche. Mais j'aime cette France insoumise. Maintenant, cependant, je ne rejoins pas Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de positions, au sens où, par exemple, lui est favorable à un tout public, c'est-à-dire au sens, finalement, un service public universel géré par l'État, là où moi je dis que l'expérience nous montre que le privé fait parfois bien mieux que l'État, sur certains points, et coûte moins cher, premier élément. Deuxième élément, je crois que Jean-Luc Mélenchon se trompe également sur un autre point, c'est que lorsqu'il veut taxer la richesse et accuse finalement, fait ce clivage pauvre-riche, je suis désolé, c'est stupide. Ça, c'est stupide pour le coup. Pour une raison très simple. C'est que la richesse, on a besoin au contraire de l'accompagner et on a besoin qu'elle reste en France. Et tant que vous aurez une fiscalité débile, comme on l'a en France, qui est confiscatoire à partir d'un certain revenu, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les gens continueront de partir. Alors vous pouvez fermer les frontières. Vous pouvez effectivement faire du nationalisme fiscal, mais ça ne marche pas. Ceux qui resteront en France, ceux qui n'auront pas le choix, de nouveau, vous exercez le pouvoir par la contrainte. Ça ne marche pas. Regardez la Floride. La Floride a fait un choix complètement différent, c'est de ne pas avoir d'impôt sur le revenu, par exemple. Et, je rappelle d'ailleurs que la suppression de l'impôt sur le revenu, c'était le programme de Jean-Marie Le Pen, au passage. Ce qui était sur une thèse qui avait été faite par un prof de Paris 2, Jean-Claude Martinez, et qui est loin d'être l'idée la plus stupide, de réinvestir. Voilà. En France, on a une fiscalité qui est confiscatoire. Et finalement, à la fin, on sait que vous avez une fiscalité de plus en plus importante et des services de moins en moins nombreux, parce que ça va ensemble. Parce qu'il vous faut... Regardez, la part de l'école, c'est intéressant l'école. C'est intéressant de constater qu'on investit beaucoup d'argent dans l'école. C'est pas vrai qu'on investit pas d'argent. Simplement, l'école est de moins en moins bonne. On investit beaucoup d'argent, et Emmanuel Macron a raison sur ce point, dans les hôpitaux. Et concrètement, pourtant, vous avez un service public hospitalier qui est de moins en moins bon et où le privé fait mieux. Pourquoi ? Parce que l'argent est mal investi. Mais à l'inverse, je considère aujourd'hui que le problème des Républicains, par exemple, c'est qu'ils se sont enfermés dans une idéologie qui ne les distingue plus aujourd'hui de la République en marche et qui sont tellement à la ramasse du pouvoir, à vouloir absolument avoir le pouvoir par tous les pores de la peau possibles et imaginables, qu'au bout d'un moment, ils n'ont même plus de projet, que plus personne n'est capable de savoir quel est le projet. Et au milieu, gît le Parti Socialiste, qui a disparu. Bon, évidemment, si vous voulez. Du coup, il ne vous reste plus aujourd'hui en politique que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Voilà. Aujourd'hui, en politique, vous n'avez plus que Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen. Oui, ou Marine Le Pen, mais c'est pas Éric Zemmour. Vous n'avez plus effectivement que Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'entre les deux, il n'y a plus rien, quoi. Entre les deux, il n'y a plus rien, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par une espèce de course au pouvoir et qui ont fait de leurs petits problèmes des grands problèmes, qui croient que leurs petits problèmes d'ego sont les problèmes des Français. Non. Les Français, ils attendent qu'on apporte des réponses. Des réponses sur l'immigration, en effet. Des réponses sur la richesse, en effet. Des réponses sur le service public, en effet. Et les Républicains, comme le Parti Socialiste aujourd'hui, sont incapables d'apporter la moindre réponse. Et du coup, il ne vous reste plus que ceux qu'on qualifie d'extrêmes. Donc pour terminer, je vous le souhaite d'ailleurs, vous serez donc candidat aux législatives. Si vous deviez donner consigne de vote au prochain soutien lors de cette présidentielle, à défaut d'Emmanuel Macron, parce que je doute que vous votiez pour lui, ce serait entre Jean-Luc Mélenchon. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire.
Faites ce que vous voulez. Votez pour qui vous voulez, mais sachez que le choix mais alors que vous après, allez... ne vous plaignez pas si les Non, c'est pas ça, mais sachez qu'effectivement... gens qui prennent des décisions ne sont pas celles que vous Votez pour souhaitez. Gilles Lazzarini, qui est un tout petit candidat que personne ne connaît. Ça pose d'ailleurs un énorme problème, ces petits candidats dont personne ne parle. Je pense à Gilles Lazzarini, qui est un candidat à Nice, particulièrement, enfin, qui a des positions écologistes intéressantes. Il faudra déjà qu'il ait ses signatures, si jamais... Oui, peut-être, effectivement, mais même s'il les a, c'est compliqué d'émerger sur la place publique, c'est un fait. Non, moi je pense que, je le redis, hein, la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on fait. Donc vous voulez, aujourd'hui, moi je rêve d'un truc, et peut-être le faire d'ailleurs, à partir de là, dans les jours qui viennent, peut-être le faire, de venir, on l'avait fait en 2002, je m'en souviens, décortiquer les programmes des uns et des autres. Alors moi, je ne suis capable que de décortiquer les programmes que sur quelques sujets, j'ai pas la qualité pour... Mais c'est intéressant de venir comparer les programmes, de faire des grandes conférences pour venir pointer du doigt les différences entre les programmes et venir voir ce que ça induit comme conséquence. Parce que je pense que la démocratie, c'est bien gentil, mais si votre cursus et votre curseur de vote, c'est BFM ou effectivement CNews, bah vous êtes mal barrés, les gars, quand même, hein, à un moment donné. Je veux dire, et donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir créer un espace dans lequel, eh bien, on ait suffisamment de recul pour comprendre ce à quoi nous engage finalement ce vote monarchique. Et pourquoi vous ne seriez pas candidat vous-même? À quoi? À la présidentielle? Pourquoi faire? Non, pour au moins deux raisons, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la représentation nationale. Moi, je veux dire, je suis d'abord un parlementaire dans l'âme, c'est-à-dire que... Donc ça, il faut être au sein d'un parti pour être entendu. Pourquoi? Et puis, peut-être que je ne cherche pas forcément à être entendu. Moi, si vous voulez, c'est marrant, hein, cette manière qu'on a de réagir à l'élection. C'est très drôle, en fait. Je vous choquerais sans doute si je vous disais que je ne cherche pas forcément à être élu, en fait, moi. C'est pas mon objectif. Mon objectif, en fait, assez paradoxal, c'est d'aller à la rencontre... Je vais vous dire, si j'étais député, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, à propos du ministre, finalement, je gagnerais moins ma vie qu'actuellement. Je devrais, pour le coup, précipiter mon départ du cabinet et désorganiser ma vie de manière complète. Donc, voilà. Pour autant, je pense que il m'importe, si vous voulez, de continuer à faire ce que j'ai fait, d'être la voix de toute une partie de la population qu'on n'entend pas et de qui on parle, mais à qui on ne parle jamais. C'est un fait dans notre société que nous avons un problème, nous parlons des gens, mais nous ne parlons pas aux gens, et les gens ne nous parlent pas. Eh bien, peut-être qu'il serait temps, si vous voulez, que sur le plan politique, aujourd'hui, on laisse la parole aux gens, aux vrais gens, je veux dire, aux gens qui ont souffert de cette crise et qui peuvent en témoigner, qu'on leur laisse la parole, et donc, pour leur laisser la parole, que quelqu'un porte leur parole. Si les électeurs choisissent que ce soit moi, eh ben ce sera moi. Si c'est pas moi, c'est pas moi. Et tant mieux si c'est pas moi, quelqu'un d'autre le fait. S'ils ont estimé que quelqu'un d'autre peut porter leur parole, on s'en fiche. Dans ma circo, je serais très vraisemblablement face à Clémentine Autain, par exemple. Clémentine Autain est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je veux dire, si Clémentine Autain, si les électeurs choisissent par exemple que Clémentine Autain porte leur voix, magnifique. Ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Si effectivement ils estiment avoir besoin de moi, je suis là. S'ils estiment ne pas avoir besoin de moi, bah, tant mieux quelque part. Eh bien, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est votre phrase de fin. Si je l'ai bien entendu, c'est la liberté, ça n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Bossuet. Voilà, c'est une belle phrase, en tout cas, de Bossuet. Merci alors de l'avoir souligné, je ne le savais pas. Merci beaucoup, Fabrice Divisio, pour ce vraiment très long entretien, près de 2 heures. Donc, c'était vraiment... un entretien vraiment très intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles. Si vous avez apprécié cette émission, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, ou bien à vous abonner à notre chaîne, bien sûr, ou encore à nous aider financièrement si vous le pouvez. Pour cela, le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité, comme chaque semaine, sur YouTube, ici, et nulle part ailleurs, pour un nouveau numéro des Incorrectibles. D'ici là, de très bonnes fêtes encore à vous tous. On se retrouve donc l'année prochaine. Très bonne semaine à tous et comme je ne cesse de le répéter surtout, restez incorrectibles.